Je n'ai jamais parlé à mon fils de mon salaire mensuel de 35 000 euros. Daniel a toujours cru que nous vivions avec le strict nécessaire. Quand il m'a invité à rencontrer les parents de sa petite amie, j'ai porté mes vêtements les plus simples, un jean délavé, un chemisier en coton uni et des mocassins éraflés qui avaient connu des jours meilleurs. Mes cheveux noirs parsemés de mèches argentées étaient tirés en un chignon pratique, et je ne portais aucun bijou à l'exception de mon alliance. Après 30 ans en tant que dirigeante, je savais que les apparences pouvaient être une arme. Et ce soir-là, je menais une expérience sociale. « Maman, tu es sûre que c'est ce que tu vas porter ?» m'a demandé Daniel en venant me chercher dans mon modeste 3 pièces à Montreuil. Mon pantouse de plusieurs millions d'euros dans le Marais restait notre petit secret. Une location de fonction, à ce qu'il savait, où je logeais occasionnellement lorsque je travaillais tard. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tenue ?» ai-je demandé en rajustant mon chemisier, un peu gêné. « Rien. Tu es très bien. C'est juste que… » Daniel hésita, ses yeux bienveillants, si semblables à ceux de son père, trahissant son anxiété. Les Beaufort sont plutôt formels, et le restaurant est très chic. Ah! J'ai hoché la tête, réprimant un sourire. S'il savait seulement que je possédais des parts dans « Chez Giovanni », le restaurant très chic où nous nous rendions, ou que Giovanni, le célèbre chef et propriétaire, était venu me voir pour un capital de départ 15 ans plus tôt quand aucune banque ne voulait de lui. Je peux me changer si tu préfères. Non, non, c'est immédiatement rétracté Daniel, toujours le fils attentionné. Tu es très bien. C'est juste que je suis nerveux. C'est important pour moi. J'aime vraiment Camille. Je lui ai serré la main. Alors je l'aimerai aussi. Pendant le trajet en taxi vers Paris, Daniel m'a briefé sur les Beaufort. Des informations que je connaissais déjà, grâce à une vérification discrète que j'avais fait faire quand il avait mentionné pour la première fois le nom de Camille. Victor Beaufort, cadre dans la finance, vieille famille lyonnaise, diplômé de HEC. Marguerite Beaufort, mondaine, membre du conseil d'administration de plusieurs organisations artistiques, ancienne de Sciences Po. Leur fille Camille s'était rebellée contre la tradition familiale de la finance pour poursuivre une carrière de commissaire d'exposition. Le seul détail qui me donnait de l'espoir pour ce dîner. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, insista Daniel, bien que sa mâchoire serrée suggérât le contraire, juste traditionnel. Traduction. Élitiste, classiste, et probablement plein de préjugés, surtout envers une femme martiniquaise de 58 ans qu'il présumerait être femme de ménage ou caissière. J'avais rencontré leur type d'innombrables fois au cours de mes 3 décennies d'ascension dans le monde de l'entreprise. C'étaient généralement ceux qui me demandaient d'aller chercher le café en réunion, jusqu'à ce qu'ils réalisent que j'étais celle qui approuvait leur budget de plusieurs millions d'euros. Je suis sûre que nous nous entendrons à merveille, ai-je menti en lui tapotant la main. Chez Giovanni, occupait tout le dernier étage d'un bâtiment historique rénové dans le Marais. Le maître d'hôtel, Paolo, qui me connaissait bien mais avait reçu pour instruction de rester discret ce soir, a jeté un regard momentanément confus sur ma tenue avant de vérifier la réservation. Ah, la table des Beaufort. Par ici. J'ai surpris son clin d'œil subtil alors qu'il nous conduisait à travers le restaurant faiblement éclairé avec ses vues spectaculaires sur les toits de Paris. Les têtes se sont tournées aux tables voisines, non pas vers moi, mais vers mon beau-fils dans son costume sur mesure. Daniel avait hérité de la taille de son père et de mes pommettes, une combinaison qui faisait tourner les têtes où qu'il aille. Les Beaufort étaient déjà assis à l'une des meilleures tables, mais pas la meilleure, qui était réservée en permanence à mon nom. Victor se leva avec raideur à notre approche, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Marguerite resta assise, m'inspectant à travers des yeux plissés, examinant mes vêtements simples et mes chaussures pratiques. Camille, cependant, se leva immédiatement avec un sourire sincère qui transforma ses traits délicats. « Madame Rivière, je suis si heureuse de vous rencontrer enfin. » Elle m'a étreinte chaleureusement, ignorant les lèvres pincées de désapprobation de sa mère. « Appelez-moi Martine, s'il vous plaît, ai-je répondu en lui rendant son étreinte. Sa sincérité était indéniable, et j'ai ressenti une vague de soulagement pour Daniel. « Mère, père, voici la mère de Daniel, Martine Rivière, m'a présenté Camille alors que nous prenions place. Victor Beaufort. » Son père m'a tendu une poignée de main molle, son regard dérivant déjà au-delà de moi pour scruter le restaurant à la recherche de personnes plus importantes. Et ma femme, Marguerite. Marguerite a offert un hochement de tête froid. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Rivière. Daniel nous a si peu parlé de vous. » Son insistance sur « si peu » flottait dans l'air comme un défi. « S'il vous plaît, Martine suffit, » ai-je souri. Et je suis sûre que vous avez été bien trop occupée à discuter de vos vies fascinantes pour vous attarder sur la mienne. Un serveur est apparu avec du champagne. Offert par la maison, a-t-il annoncé en versant 4 coupes.
Victor se redressa, se pavanant légèrement. Ils doivent me reconnaître de mon interview sur BFM Business la semaine dernière. J'ai caché mon sourire derrière un menu. Le champagne était en fait une commande permanente pour toute table où je m'asseyais, mais je n'étais pas encore prête à révéler cette carte. Alors, Madame Rivière, commença Marguerite alors que le serveur s'éloignait. Daniel a mentionné que vous travaillez dans... C'était quoi déjà, mon chéri? Elle s'adressa à mon fils, supposant clairement que je ne pouvais pas répondre par moi-même. Maman est dans la finance d'entreprise, répondit Daniel. Elle est dans la même société depuis avant ma naissance. Comme c'est charmant, remarqua Marguerite. La loyauté envers l'entreprise est si rare de nos jours. Quelle position occupez-vous? Je gère des investissements, ai-je répondu vaguement en sirotant mon champagne, un millésime que j'avais personnellement sélectionné pour la carte des vins de Giovanni l'année dernière. Travail de bureau, insista Marguerite, son sourire acéré. Quelque chose comme ça, ai-je retourné son sourire avec une égale acuité. Victor se tourna vers Daniel, me renvoyant de fait à mon insignifiance. Camille nous dit que vous enseignez la littérature à la Sorbonne Nouvelle. Choix intéressant. J'ai toujours cru que les grandes écoles offraient plus d'opportunités, mais je suppose que l'éducation publique est un travail noble. La condescendance dans son ton fit se crisper la mâchoire de Daniel, mais il répondit poliment. En fait, je trouve incroyablement gratifiant d'enseigner à des étudiants boursiers de première génération. Beaucoup de mes étudiants sont les premiers de leur famille à poursuivre des études supérieures. Comme vous étiez le premier dans la vôtre, je suppose, intervint Marguerite en me jetant un regard à peine déguisé de dédain. Avant que je puisse répondre, Camille intervint. La thèse de Daniel sur les récits d'immigrants dans la littérature française d'après-guerre a été publiée dans 3 grandes revues universitaires. Maire, son directeur de département pense qu'il sera titularisé d'ici 5 ans. Titularisé dans une université publique, songea Victor en faisant tourner son champagne. Eh bien, la sécurité est importante, je suppose, bien que le plafond financier soit plutôt bas. La conversation s'est poursuivie sur ce ton pendant les entrées, des pics subtils et moins subtils sur le choix de carrière de Daniel, des questions sur mon passé formulées comme une curiosité innocente, mais conçue pour souligner mon manque présumé d'éducation et de sophistication. Et où avez-vous grandi, Madame Rivière? Demanda Marguerite alors que nos plats principaux arrivaient. Votre accent suggère un endroit du Sud. La Martinique, ai-je répondu. Fort-de-France. Ah, acquiesça-t-elle d'un air entendu. Et quand êtes-vous arrivée en métropole? Je suis née citoyenne française, Madame Beaufort, lui ai-je rappelé doucement. La Martinique est un département français. Une rougeur monta à son cou. Bien sûr, bien sûr. Je voulais simplement dire, quand avez-vous déménagé en métropole? J'ai intégré l'école polytechnique à 17 ans, ai-je dit en regardant son expression se figer. Sur concours. Polytechnique, répéta Victor, prêtant soudainement attention. Ingénierie, informatique et système financier, ai-je confirmé. C'était assez nouveau à l'époque. Quelque chose vacilla dans les yeux de Victor. Une réévaluation peut-être, mais pas assez pour corriger son impression générale. Après tout, de nombreuses femmes instruites finissaient dans des rôles administratifs, surtout les femmes de couleur dans les années 1980. Et votre défunt mari? Pivota Marguerite, espérant clairement trouver plus de munitions. Daniel a mentionné qu'il est décédé quand votre fils était jeune. Il était professeur à la Sorbonne, ai-je dit simplement, ressentant le pincement familier chaque fois que Michel était mentionné. Département de philosophie. Comment avez-vous géré en tant que mère célibataire? A-t-elle insisté. Ça a dû être difficile avec vos ressources limitées. Daniel se tendit à côté de moi, mais je posai une main apaisante sur son bras. J'attendais cette ouverture. Nous nous en sommes sortis, ai-je dit avec dignité. Daniel n'a jamais manqué de rien d'essentiel. Le sourire de Marguerite devint triomphant, comme si j'avais confirmé ses suppositions sur nos difficultés financières. Victor avait déjà de nouveau perdu tout intérêt, scrutant le restaurant jusqu'à ce que son regard se fixe sur un homme distingué entrant dans le salon privé. N'est-ce pas Giovanni Rossi lui-même? Murmura-t-il à Marguerite. J'essaie d'obtenir une introduction depuis des mois. Son groupe d'investissement est remarquablement exclusif. Peut-être devrais-tu lui envoyer un verre, suggéra Marguerite. Pour établir un contact. J'ai vérifié ma montre. Le premier acte de ma petite expérience sociale était terminé. Il était maintenant temps pour le plat de résistance. Comme par hasard, mon téléphone sonna. Excusez-moi, ai-je dit en regardant l'écran de mon téléphone. Je dois prendre cet appel.
Les lèvres de Marguerite se pincèrent de désapprobation face à cette violation de l'étiquette, mais je me levais déjà. Bien sûr, maman, dit Daniel avec soutien. Prends ton temps. Je me suis éloignée de la table, mais suis restée délibérément à portée de voix. Pour tester le caractère de quelqu'un, il est essentiel de contrôler toutes les variables. Rivière, ai-je répondu d'un ton sec, passant à mon ton de dirigeante, celui que Daniel ne m'avait jamais entendu utiliser. La voix à l'autre bout du fil était celle de ma véritable assistante, Sophie, qui appelait comme convenu. Ce n'était pas entièrement une comédie. L'information était réelle, juste chronométrée pour un impact maximal. Oui, je comprends les préoccupations du conseil, ai-je dit, ma voix portant juste assez pour atteindre notre table. 30 millions, c'est une exposition significative, mais je crois que le profil de risque est gérable. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir la tête de Victor s'incliner légèrement dans ma direction, ses oreilles de banquier se dressant à la mention de millions. Dites à Richardson que je vais personnellement examiner l'allocation du portefeuille avant de donner mon accord, ai-je poursuivi. Les marchés européens sont trop volatiles en ce moment pour agir sans stratégie de couverture appropriée. Marguerite me fixait maintenant ouvertement, la confusion assombrissant ses traits alors qu'elle essayait de concilier cette conversation avec la simple employée de bureau qu'elle m'avait imaginée être. Oui, je serai au bureau de Londres mardi pour l'annonce de la fusion. Préparez le jet pour 9 heures. J'ai marqué une pause pour les faits. Et reprogrammé la réunion avec Goldman Sachs. Dites-leur que je ne m'engagerai que pour 30 minutes. Leur dernière proposition ne valait pas plus de mon temps. À ce stade, les deux Beaufort étaient figés sur leur siège, échangeant des regards mêlant confusion et alarme naissante. Camille semblait perplexe, tandis que Daniel paraissait complètement abasourdi, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. J'ai terminé l'appel et suis retourné à la table, m'asseyant comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Désolé pour ça, ai-je dit doucement en reprenant ma fourchette. Le travail ne respecte jamais les heures de dîner. Cela semblait important, s'aventura Victor, m'étudiant avec une nouvelle intensité. J'ai haussé les épaules. Ajustement de fin de trimestre. Rien qui ne puisse attendre demain. Avez-vous parlé d'une annonce de fusion ? A-t-il insisté, la curiosité financière l'emportant sur son dédain antérieur. Victor, avertit Marguerite, sentant un embarras potentiel. J'ai souri agréablement. Juste des affaires de routine. Chez Goldman Sachs, continua Victor, ignorant le regard d'avertissement de sa femme. Entre autres, ai-je répondu vaguement, me tournant vers Camille. Ce bar est excellent. Est-ce que Giovanni utilise ce fournisseur chilien que j'ai recommandé ? Vous connaissez le chef Rossi ? Interrompit Marguerite, sa voix plus aiguë qu'auparavant. Avant que je puisse répondre, Daniel retrouva sa voix. Maman, qu'est-ce que c'était que cette histoire de jet ? Transport de l'entreprise, ai-je dit en lui tapotant la main avec assurance. Plus efficace que les vols commerciaux quand le temps est critique. Victor se pencha en avant, la réévaluation visible dans chaque ligne de son corps. Madame Rivière, pour quelle entreprise avez-vous dit que vous travaillez ? Je ne l'ai pas dit, ai-je répondu en prenant une gorgée de vin délibéré. Un silence gêné s'installa sur la table, rompu seulement par l'arrivée de notre serveur pour débarrasser les assiettes du plat principal. Marguerite, tentant de retrouver son aisance sociale, redirigea la conversation vers un terrain plus sûr. Camille nous dit que vous vivez à Montreuil, Madame Rivière. Un quartier si diversifié. La façon dont elle prononçait « diversifié » le faisait sonner comme une maladie contagieuse. J'y garde un appartement, ai-je reconnu. C'est pratique pour visiter les restaurants d'enfance préférés de Daniel, bien que je passe la plupart de mes nuits dans mon appartement à Paris. Vous avez 2 résidences avec un salaire de bureau. Marguerite ne put s'en empêcher, le scepticisme transperçant son sourire forcé. Daniel semblait de plus en plus confus. Maman, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris sa main. Je suis désolée pour la confusion, Mio. Je n'ai jamais été entièrement franche sur ma situation professionnelle. Ce que votre mère veut dire, intervint Victor avec un respect nouvellement acquis, c'est qu'elle semble être plus haut placée dans son entreprise que nous ne l'avions compris. Marguerite lança un regard irrité à son mari, mécontente de son ton. Obséquieux. En fait, dis-je calmement, je ne travaille pas pour l'entreprise. Je l'ai fondée. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Vous quoi ? Rivière Système Financier, ai-je précisé. Je l'ai créé il y a 30 ans, peu après ta naissance. Victor faillit s'étouffer avec son vin. Rivière Système Financier, la plateforme de trading algorithmique, c'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars.
7,3 milliards à la dernière évaluation, ai-je confirmé. Bien que cela risque d'augmenter après l'annonce de Londres. Le silence s'abattit à nouveau, cette fois profond. Daniel me regardait comme s'il voyait une étrangère. L'expression de Camille oscillait entre la surprise et quelque chose comme de la justification. Marguerite avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide tandis que le visage de Victor exécutait une danse inconfortable entre la mortification et l'opportunité de réseautage calculé. Mais pourquoi ? Commença Daniel, luttant pour digérer cette révélation. Pourquoi l'appartement à Montreuil ? Pourquoi conduire une Toyota de 15 ans ? Pourquoi me laisser croire que nous joignions à peine les deux bouts ? Les valeurs, ai-je dit simplement. Ton père et moi en avions convenu avant ta naissance. Nous voulions que tu comprennes la valeur des choses au-delà de l'argent, que tu reconnaisses le privilège sans être défini par lui. Donc, toutes ces fois où tu disais que nous ne pouvions pas nous permettre quelque chose, étaient des choix, pas des limitations, ai-je terminé pour lui. Je voulais que tu valorises l'éducation pour le savoir, pas pour les diplômes. Que tu choisisses un travail pour son sens, pas pour son prestige, que tu juges les gens sur leur caractère, pas sur leur valeur nette. Mon regard dériva de manière significative vers les Beaufort. Marguerite eut la décence de rougir, bien que Victor calculât déjà des angles, son embarras cédant rapidement la place à l'opportunité. Philosophie fascinante, dit-il avec une chaleur nouvelle qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai toujours cru que le développement du caractère est essentiel, quelles que soient les circonstances financières. Camille renifla doucement, s'attirant un regard acéré de sa mère. Vraiment, père ? Le défiait-elle. Est-ce pour cela que tu as qualifié le choix de carrière de Daniel de charmant gâchis de potentiel la semaine dernière ? Camille, siffla Marguerite. Non, mère. Je vous ai écoutés tous les deux dénigrer le milieu de Daniel depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Vous avez fait des suppositions sur sa mère qui étaient non seulement fausses, mais profondément irrespectueuses. J'ai ressenti une vague d'appréciation pour cette jeune femme, qui avait clairement plus de cran que son extérieur poli ne le suggérait. Ce n'est rien, les jeux assurés. Les premières impressions peuvent être trompeuses. C'est pourquoi je trouve utile d'observer les gens quand ils croient avoir le dessus. Cela révèle le caractère bien plus précisément que lorsqu'ils essaient d'impressionner. Le sourire de Victor devint forcé. Une expérience sociale astucieuse, Madame Rivière. Martine, s'il vous plaît, les jeux corrigés. Après tout, nous sommes presque de la même famille maintenant. La tension à table était palpable lorsqu'une agitation près de l'entrée attira notre attention. Le restaurant était devenu étrangement silencieux alors qu'un homme distingué aux cheveux poivre et sel traversait la salle à manger. Giovanni Rossi lui-même se dirigeait droit vers notre table, et il me souriait. Martina, mia cara, anima. La voix de Giovanni tonna à travers le restaurant alors qu'il s'approchait de notre table les bras ouverts. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais ce soir ? Je me suis levée pour accepter son étreinte enthousiaste, les bises italiennes habituelles sur les deux joues. Je voulais un dîner de famille tranquille, Gio. Sans chichi. Sans chichi pour toi ? Impossibile. Il me tint à bout de bras, son célèbre visage plissé d'une affection sincère. Tu portes un jean dans mon restaurant. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de mission d'infiltration ? Du coin de l'œil, je pouvais voir l'expression de Marguerite Beaufort osciller entre le choc et le calcul. Victor ressemblait à un homme qui venait de découvrir de l'eau dans le désert. Quelque chose comme ça, ai-je admis avec un petit sourire. Giovanni, j'aimerais te présenter mon fils, Daniel. Giovanni tourna son charme éclatant vers Daniel, qui se leva pour lui serrer la main, l'air hébété. Ton fils, madré d'idiot, il a la taille de Michel et tes yeux. La dernière fois que je l'ai vu, il n'était qu'un garçon à la commémoration de ton mari. Giovanni serra la main de Daniel dans les siennes. Ta mère parle de toi constamment. Le professeur qui change des vies, dit-elle. Les yeux de Daniel se sont tournés vers moi. La surprise, et quelque chose comme de l'émerveillement traversant ses traits. Elle ne parle que de moi, tout le temps, l'assura Giovanni. Maintenant, qui d'autre avons-nous ici ? Ma petite amie, Camille Beaufort, présenta Daniel, retrouvant son aplomb. Et ses parents, Victor et Marguerite Beaufort. Giovanni fit un signe de tête polie à Camille avant que son regard ne se pose sur les Beaufort. J'ai remarqué le changement subtil dans son comportement, la chaleur diminuant de plusieurs degrés pour une courtoisie professionnelle. Giovanni avait une mémoire infaillible pour les visages et les noms, en particulier dans les cercles sociaux parisiens. Il savait exactement qui ils étaient. Monsieur et Madame Beaufort, reconnut-il avec une légère inclination de la tête. J'espère que vous appréciez votre soirée.
Absolument magnifique, s'extasia Victor en tendant la main. J'essaie d'avoir une réservation ici depuis des mois. Votre vision culinaire est sans précédent. Giovanni accepta brièvement la poignée de main. Merci. Bien que je doive dire que si j'avais su que vous dîniez avec Martine, j'aurais arrangé quelque chose de spécial. Il se retourna vers moi. La table habituelle était disponible. Tu sais, Paolo aurait dû vous déplacer immédiatement. Je lui ai spécifiquement demandé de ne pas le faire, ai-je expliqué. Nous célébrons Daniel et Camille ce soir. Pas les affaires. Ah, le jeune amour. Giovanni rayonna en regardant le couple. Alors vous devez me permettre de vous envoyer quelque chose de spécial pour le dessert, offert par la maison, bien sûr. Tu es trop généreux, comme toujours, ai-je dit. Pour toi? Jamais assez. Il me tapota affectueusement l'épaule. On se voit toujours pour le dîner de dimanche. Bien sûr. Daniel et Camille se joindront à nous cette semaine. Perfecto. J'apporterai ce Barolo de 82 que nous gardions. Daniel, ta mère organise des dîners dominicaux dans son Penthouse pour notre petit groupe depuis. Quoi maintenant? 20 ans. Une tradition sacrée. Son Penthouse, répéta faiblement Daniel. J'ai lancé à Giovanni un regard qui disait qu'il en révélait trop vite. Ah, j'ai dit quelque chose de mal. Giovanni jeta un coup d'œil entre nous, réalisant son erreur. Ce n'est rien, Gio, l'ai-je rassuré. C'est une nuit de révélation, semble-t-il. Alors j'en ajouterai une de plus, décida-t-il avec un geste théâtral. La vraie raison pour laquelle je suis venu à votre table. La réunion des investisseurs la semaine prochaine. J'ai besoin de ta décision finale sur l'emplacement à Paris. L'espace n'attendra pas beaucoup plus longtemps. Victor Beaufort se pencha légèrement en avant, l'intérêt financier visiblement piqué. Emplacement à Paris. Giovanni hocha la tête distraitement, son attention toujours sur moi. L'expansion. 3 autres, chez Giovanni, en Europe l'année prochaine. Si ma partenaire d'affaires ici approuve l'allocation de capital. Il jeta un coup d'œil au Beaufort comme une pensée après coup. Martine a été ma première investisseuse, quand personne ne voulait toucher un chef impétueux, avec de grands rêves et aucune garantie. Maintenant, elle possède 40% du groupe de restaurants. Le verre de champagne de Marguerite se figea à mi-chemin de ses lèvres. 35%, ai-je corrigé. J'ai insisté pour que tu conserves le contrôle majoritaire. Tu te souviens? Détail, Giovanni agita une main avec dédain. Ce qui compte, c'est que sans toi, il n'y a pas d'Empire Rossi, pas d'étoile Michelin, pas de ligne de produits gourmets dans toutes les épiceries fines de France. Il vérifia sa montre. Je dois retourner en cuisine. Mais s'il vous plaît, restez pour le dessert et les digestifs. Tout ce que vous voulez. C'est pour moi ce soir. Absolument pas, ai-je contré. La dernière fois que tu as dit ça, tu as refusé mon argent pendant 3 mois. Je paie le dîner, Gio. Il a ri. On se disputera à ce sujet plus tard, comme toujours. Avec une autre pression affectueuse de mon épaule, Giovanni fit un signe de tête polie au reste de la table. Enchanté de vous avoir tous rencontrés. Daniel, bienvenue à la maison. Amène-le en cuisine avant de partir, Martine. J'ai de nouveaux plats à la truffe qu'il doit essayer. Alors que Giovanni partait, un silence chargé s'abattit sur notre table. Daniel me regardait comme si j'étais une étrangère, tandis que Camille semblait réprimer un sourire. Les Beaufort avaient l'air d'avoir été frappés par la foudre, stupéfaits, désorientés et vaguement roussis. Vous, réussit finalement à dire Victor. Vous êtes la partenaire d'affaires de Giovanni Rossi. J'ai pris une gorgée de vin. Parmi d'autres investissements, oui. Et vous avez un Penthouse où vous organisez des dîners dominicaux. La voix de Marguerite avait grimpé d'une octave. Dans le Marais, ai-je confirmé. Rien d'extravagant. Juste un endroit pour réunir des amis. Des amis comme Giovanni Rossi, précisa Victor, ses yeux calculant rapidement. Et quelques autres, principalement des gens des débuts, quand nous luttions tous pour réaliser nos rêves. Je me suis tournée vers Daniel. Tu en as rencontré certains au fil des ans, bien que je les présente habituellement comme des collègues de travail. Comme oncle Jacques. Jacques? Demanda Daniel, la reconnaissance naissant. Celui qui m'a aidé avec mes dossiers pour la fac, qui m'apportait toujours des livres. J'ai hoché la tête. Jacques Chen. Il dirige maintenant la plus grande société de capital-risque technologique de la Silicon Valley. Et tante Rose, qui m'a appris à faire la bouillabaisse. Elle a commencé comme mon assistante de direction. Maintenant,
Elle est directrice des opérations de Rivière Système Financier. Daniel secoua la tête avec émerveillement. Pendant tout ce temps, je pensais que nous nous en sortions tout juste. Que tu travaillais pour une société financière dans un bureau quelconque. C'était exactement ce que je voulais que tu penses, ai-je expliqué doucement. Ton père et moi avions décidé avant ta naissance que nous ne voulions pas que la richesse définisse ton éducation. Michel a grandi dans un milieu privilégié à Madrid et il a vu comment cela déformait le sens de la réalité de ses pairs. Nous voulions quelque chose de différent pour toi. Donc, l'appartement à Montreuil est vraiment à toi. J'ai grandi dans ce quartier après notre arrivée de Fort-de-France. Je l'ai gardé parce qu'il me rappelle d'où je viens. Je lui ai souri. Et parce que les meilleurs acras de morue de Paris sont toujours chez Tati Carmen au coin de la rue. Victor s'éclaircit la gorge, s'étant remis de son choc initial. Martine, si je puis me permettre, je n'avais aucune idée que nous étions en présence d'une femme d'affaires aussi accomplie. Votre histoire de réussite doit être remarquable. Le revirement était si transparent que j'ai presque admiré sa vitesse de récupération. Presque. Assez ordinaire, en réalité, ai-je répondu doucement. Juste beaucoup de travail acharné et de la chance. Et pourtant, vous choisissez de minimiser votre succès. Le ton de Marguerite suggérait que ce concept était totalement étranger à sa vision du monde. Je tiens à ma vie privée, ai-je dit simplement. Et je trouve que les gens sont plus authentiques quand ils ne connaissent pas votre valeur nette. Mon regard croisa directement le sien, l'implication flottant entre nous comme un acte d'accusation. Le serveur arriva avec nos cartes des desserts, brisant momentanément la tension. Alors que les autres parcouraient leurs options, Camille se pencha vers moi. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi, ma chère ?» Ses yeux allèrent vers ses parents, puis revinrent vers moi. Pour leur avoir montré qui vous êtes vraiment. Et pour avoir élevé un fils qui n'a jamais eu besoin de le savoir. Le dessert arriva avec le panache théâtral qui caractérisait Giovanni. Une parade de serveurs portant des confections élaborées qui n'étaient certainement pas sur le menu habituel. Mon soufflé au dulce de lécher préféré avec une feuille d'or. La passion d'enfance de Daniel pour le chocolat se manifesta sous la forme d'une merveille architecturale, et des créations sur mesure pour Camille et ses parents que je soupçonnais Giovanni d'avoir conceptualisées à la hâte en les rencontrant. « Maman », dit Daniel tranquillement alors que les serveurs s'éloignaient. « J'ai l'impression de ne même pas te connaître. » La vulnérabilité dans sa voix me fit mal au cœur. Cette révélation n'avait jamais été destinée à le blesser. « Tu connais les parties qui comptent », l'ai-je rassuré en prenant sa main. Mes valeurs, mon amour pour toi, les leçons que j'espérais t'enseigner. L'argent, c'est juste un outil, pas une identité. Mais toute ta vie, cette carrière secrète, ces amis influents, n'étaient pas pertinents pour élever un fils gentil et travailleur qui valorise les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. J'ai serré ses doigts. Aurais-tu été différent si tu avais grandi dans un Penthouse avec une cuillère en argent dans la bouche? Probablement, a-t-il admis. Mais quand même. Pardonnez-moi d'interrompre, coupa Victor en douceur, ayant retrouvé son sang-froid et clairement impatienté par notre moment familial. Mais je crois que je reconnais votre nom maintenant, d'un profil du Financial Times l'année dernière. Rivière Système Financier a été pionnière de la plateforme de trading algorithmique qui gère maintenant, 30% du volume quotidien d'Euronext? 28%, ai-je corrigé, bien que nous soyons plus diversifiés maintenant, dans la cybersécurité et les applications blockchain. Marguerite se pencha en avant, l'opportunité sociale l'emportant sur son dédain antérieur. Vous devez absolument nous raconter comment vous avez fait. En partant d'eux, des débuts si humbles. Une véritable histoire de réussite à la française. La condescendance n'avait pas entièrement quitté sa voix. Débuts humbles, clairement un euphémisme pour mes origines immigrées. Mais maintenant, c'était teinté d'un intérêt curieux. Je n'étais plus la mère de la classe ouvrière du choix romantique malheureux de sa fille. J'étais une connexion potentielle à cultiver. En fait, dis-je en prenant une bouchée délibérée de mon soufflé, je préférerais de loin entendre parler de la nouvelle exposition de Camille. Daniel a mentionné qu'elle organise une exposition sur les artistes latino-américains émergents. Camille s'illumina. Oui, elle ouvre le mois prochain à la Galerie Rivière. Elle s'arrêta brusquement, les yeux s'écarquillant alors qu'elle faisait le lien. Attendez, la Galerie Rivière dans le Marais. Elle porte le nom de mon défunt mari, ai-je confirmé. Michel croyait au soutien des artistes sous-représentés. J'ai créé la galerie en sa mémoire. La Galerie Rivière est à vous. Camille avait l'air stupéfaite. C'est la vitrine la plus prestigieuse pour l'art latino-américain à Paris.
Tu n'as pas mentionné que ta petite amie y était commissaire d'exposition, ai-je dit à Daniel, sincèrement surprise. Je ne le savais pas, répondit-il, l'air hébété. La connexion rivière. Je n'ai jamais fait le rapprochement. Le visage de Marguerite était passé par plusieurs expressions complexes pendant cet échange, pour finalement se fixer sur quelque chose qui ressemblait à de l'alarme. Camille, ma chérie, tu n'as jamais mentionné que ta galerie était liée à la famille de Daniel. Je ne le savais pas non plus, mère, répondit Camille, une pointe de satisfaction dans la voix. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Victor, toujours le stratège, ajustait déjà son approche. Martine, je suis moi-même au conseil d'administration de plusieurs organisations artistiques. Peut-être pourrions-nous discuter de collaboration potentielle entre nos fondations. Je ne savais pas que vous aviez une fondation, monsieur Beaufort. Eh bien, pas encore officiellement établie, mais nous contribuons substantiellement aux arts. Comme c'est généreux, ai-je murmuré, sachant très bien, grâce à mes recherches, que les dons de bienfaisance des Beaufort se limitaient au minimum requis pour les cercles sociaux auxquels ils aspiraient. Nous sommes particulièrement intéressés par la nouvelle aile du musée du Quai Branly, intervint Marguerite. Le comité est assez sélectif, mais avec vos relations. L'aile des Amériques indigènes, ai-je interrompu. Oui, je connais bien le projet. Je crois qu'ils ont déjà finalisé la liste des principaux donateurs. Ce que je n'ai pas ajouté, c'est que j'avais discrètement financé près de 30% de la nouvelle aile à la condition que le contrôle curatorial reste entre les mains d'universitaires indigènes, une stipulation qui avait irrité plusieurs familles de la vieille bourgeoisie qui voulaient des droits de dénomination sans renoncer au contrôle esthétique. Le sourire de Marguerite se crispa. Vous semblez très bien informé. Maman est au conseil d'administration du Quai Branly, dit soudain Daniel. Ou du moins, une certaine monsieur Rivière y est. Je l'ai vu sur leur rapport annuel quand je faisais des recherches pour un article. Il se tourna vers moi. C'est toi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, regardant la compréhension naître sur son visage, alors que des années de pièces de puzzle éparses formaient soudain une image cohérente. Le programme d'alphabétisation pour enfants à Montreuil, le fonds de bourse de mon lycée, le donateur anonyme qui a sauvé le centre artistique communautaire. Chaque question venait plus vite que la précédente. Nous pourrons discuter de tout cela plus tard, ai-je suggéré doucement, consciente de l'inconfort croissant des Beaufort alors qu'ils réalisaient à quel point ils avaient mal jugé la dynamique en jeu. Je trouve ça merveilleux, déclara Camille, tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne. Tout le bien que vous avez fait en restant à l'écart des projecteurs. Si différent d'eux. Elle se reprit, jetant un regard coupable à ses parents. De la façon dont certains abordent la philanthropie, ai-je terminé pour elle. Comme un tremplin social plutôt qu'une responsabilité. Victor s'éclaircit la gorge. Différentes approches servent différents objectifs. En effet, ai-je convenu. L'impact par rapport à l'image est toujours un exercice d'équilibre. La critique implicite flottait dans l'air comme de la fumée. Le verre de champagne de Marguerite fit un bruit sec alors qu'elle le reposait trop fort. Eh bien, dit-elle avec une gaieté cassante, cette soirée a certainement été instructive. Victor, ne voulais-tu pas parler au chef Rossi avant notre départ de ce dîner de charité? Oui, bien sûr, Victor saisit l'excuse, cherchant déjà Giovanni du regard. Peut-être devrions-nous. Oh, je suis sûre qu'il est occupé en cuisine, ai-je interjeté en douceur. Mais je serais heureuse d'organiser une réunion si vous êtes intéressé à ce que, chez Giovanni, soit le traiteur d'un événement. Il ne le fait généralement que pour des partenaires caritatifs établis. Mais en tant que futur beau-parent de Daniel. La présomption d'une relation sérieuse entre nos enfants était délibérée. Une petite poussée pour voir comment il réagirait maintenant que la dynamique du pouvoir avait changé. Marguerite faillit s'étouffer. Futurs beaux-parents, ils ne sortent ensemble que depuis 6 mois. Mère, protesta Camille en rougissant. Je voulais seulement dire, se rétracta Marguerite, qu'il est encore tôt, bien que nous soyons bien sûr très friands de Daniel. Comme cette affection s'est développée rapidement, ai-je observé doucement. Daniel toussa pour cacher un sourire, tandis que Camille semblait partagée entre l'embarras et l'admiration. Peut-être devrions-nous commander un café, ai-je suggéré en faisant signe à un serveur. Et Daniel, tu ne m'as toujours pas raconté comment vous vous êtes rencontrés. J'adorerais entendre l'histoire de vous deux. Alors que Daniel et Camille se lançaient dans le récit de leur rencontre lors d'un colloque sur le changement climatique, ils présentaient un exposé sur la littérature environnementale, elle organisait l'exposition d'art qui l'accompagnait, j'ai observé les Beaufort échanger des regards. Ils recalculaient, réévaluaient, reconfiguraient leur approche de ce dîner et de moi. Mais il était trop tard. J'avais vu qu'ils étaient vraiment quand ils pensaient que je n'avais rien à offrir.
Aucune marche arrière ne pourrait effacer ses premières réactions non gardées. Le café est arrivé et avec lui, une petite enveloppe livrée personnellement par Paolo. De la part du chef Rossi, a-t-il expliqué avec une légère révérence. Je l'ai ouverte pour trouver une note manuscrite. Visite de la cuisine, dès que vous êtes prêt. Et Martine, l'expression sur leur visage quand ils ont réalisé qui tu es, inestimable. Vaut chaque centime de notre investissement. J'ai rangé la note avec un petit sourire. La nuit était loin d'être terminée, et j'avais encore quelques cartes à jouer. Giovanni nous a invités pour une visite de la cuisine, ai-je annoncé en pliant la note et en la glissant dans ma poche. C'est un grand honneur. Il autorise rarement les visiteurs pendant les heures de service. Victor s'est immédiatement redressé. Nous tous. C'est ce que la note implique, ai-je répondu, bien que ce ne soit pas le cas. Allons-y. Alors que nous nous levions de table, j'ai remarqué Marguerite vérifier discrètement son reflet dans un poudrier, tapotant sa coiffure impeccable. Victor a redressé sa cravate de créateur. La transformation de leur attitude envers moi était à la fois prévisible et vaguement amusante, comme regarder des girouettes tourner dans un vent changeant. Paolo nous a conduits à travers la salle à manger principale, dépassant des tables de l'élite parisienne, qui hochaient la tête respectueusement à mon passage. Un célèbre réalisateur de cinéma a levé son verre en guise de salut silencieux. La rédactrice en chef du magazine le plus puissant de la ville a souri chaleureusement. Un milliardaire de la tech s'est même levé pour me faire la bise et murmurer « Appelle-moi pour cette proposition de fondation, Martine ». J'ai senti le regard interrogateur de Daniel, mais j'ai continué à avancer. La révélation progressive de ma véritable place dans le monde était clairement désorientante pour lui, mais j'espérais qu'il comprenait pourquoi je la lui avais cachée si longtemps. Le succès change la façon dont les gens vous voient, et souvent pas pour le mieux. La cuisine était une cathédrale étincelante d'acier inoxydable et de chaos orchestré. Les chefs de partie se déplaçaient avec une précision de ballet, criant des commandes dans le jargon abrégé des grands restaurants. La chaleur et les arômes nous enveloppaient. Safran, truffes, sucre caramélisé, vin réduit. Martine, appela Giovanni, les bras grands ouverts alors qu'il s'approchait. Bienvenue dans mon domaine. Magnifique comme toujours, Gio, ai-je répondu, acceptant une autre étreinte exubérante. L'équipe a l'air exceptionnelle ce soir. Seulement le meilleur pour mes investisseurs, a-t-il clin d'œil. Viens, laisse-moi te montrer le nouveau poste de pâtisserie que tu as approuvé dans le dernier budget. Victor se rapprocha. Chef Rossi, je dois dire, quelle opération extraordinaire vous avez bâtie. Mon cabinet conseille souvent des groupes de restauration sur les stratégies d'expansion, et votre modèle est vraiment exemplaire. Giovanni le regarda avec le désintérêt poli d'un homme qui a reçu des milliers d'approches similaires. Très aimable. Le secret, c'est le contrôle de la qualité et des gens passionnés. Il se tourna vers Daniel et Camille, les jeunes amoureux. Venez voir où la magie opère. Alors que Giovanni les conduisait vers la section pâtisserie, une femme âgée élégante émergea d'un petit bureau près de l'arrière. Vêtue d'un blanc de chef impeccable avec 3 étoiles brodées sur le col, elle se dirigea directement vers moi. Martine, personne ne m'a dit que tu étais là ce soir. Son accent italien était plus prononcé que celui de Giovanni, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère. Sophie, je l'ai étreinte chaleureusement. Plan de dernière minute. Tu te souviens de mon fils, Daniel ? Sophie rayonna en regardant Daniel. Bien sûr, le professeur. Comment avance le livre ? Daniel avait l'air confus. Le livre. Votre recueil d'essais sur la littérature environnementale, suggéra Sophie. Ta mère a mentionné que tu avais un éditeur intéressé. Je ne lui en ai pas encore parlé, dit Daniel lentement, se tournant vers moi avec un regard interrogateur. J'ai haussé légèrement les épaules. J'ai mes sources. Ta mère est très fière, l'assura Sophie. Maintenant, qui sont ces autres ? J'ai fait les présentations. Sophie Rossi, la mère de Giovanni et le génie culinaire original derrière, chez Giovanni. Sophie, voici Camille Beaufort, la petite amie de Daniel, et ses parents, Victor et Marguerite. Sophie les évalua avec l'œil avisé d'une femme qui avait survécu à la guerre, à l'immigration et au monde culinaire dominé par les hommes. Son regard s'attarda sur la tenue de créateur de Marguerite et la montre coûteuse de Victor. Ah, la commissaire d'exposition, dit-elle à Camille, ignorant complètement ses parents. Votre exposition sur les surréalistes mexicaines était magnifique. Une telle vision chez une si jeune femme. Camille rougit de plaisir. Vous avez vu mon exposition ? Martine m'y a emmené.
Nous essayons de soutenir les jeunes commissaires aux perspectives authentiques. Sophie passa son bras sous le mien avec la familiarité aisée de vieilles amies. Martine et moi, nous savons ce que signifie être sous-estimé, être rejeté à cause de notre accent, de nos origines, de notre genre. C'est pourquoi nous soutenons de jeunes talents comme vous. Marguerite s'avança, déterminée à ne pas être mise à l'écart. Madame Rossi, le restaurant de votre fils est tout simplement extraordinaire. Nous sommes membres de plusieurs cercles gastronomiques exclusifs à Lyon, et je dois dire que rien n'est comparable. Le sourire de Sophie n'atteignit pas ses yeux. Comme c'est gentil pour vous. Giovanni nous rejoignit, portant de petites assiettes de quelque chose, qui fit même marquer une pause. Aux chefs expérimentés à proximité. Ma nouvelle expérience, annonça-t-il, offrant le premier goût à moi. Soufflé à la truffe noire avec un glaçage à la couronne infusée d'or. Pas encore au menu. Je le perfectionne encore pour le dîner des James Beard le mois prochain. J'ai pris une bouchée et fermé les yeux, savourant l'explosion de saveurs. Sublime, Gio. Bien qu'un peu moins de vanille dans le glaçage, peut-être. Elle rivalise avec le côté terreux de la truffe. Il claqua des doigts. Exactement ce que je pensais. Sophie, essaie. Sa mère goûta le plat et hocha la tête en accord. Martine a raison. Toujours raison sur les saveurs. Celle-ci aurait dû être chef au lieu d'un génie de la finance. Je vous laisse le génie culinaire à vous deux, ai-je ri. Je ne fournis que le capital et le palais. Et le palais, insista Giovanni. Tu te souviens quand tu m'as convaincu de changer le risotto signature? Tout le monde pensait que j'étais fou d'écouter mon investisseuse sur la cuisine, mais tu avais raison. Victor regarda cet échange avec un intérêt croissant, réévaluant clairement ma relation avec les Rossi. Plus seulement une investisseuse, mais clairement une partie de leur cercle intime, une distinction qui valait son pesant d'or dans la monnaie sociale parisienne. Martine, s'aventura-t-il, peut-être pourriez-vous nous présenter au sommelier du chef Rossi un de ces jours. Marguerite et moi agrandissons notre collection de vins, et des conseils professionnels seraient inestimables. Avant que je puisse répondre, un jeune sous-chef s'approcha de Giovanni avec des questions urgentes sur une commande VIP. Il s'excusa, et Sophie le suivit après m'avoir lancé un regard entendu qui disait qu'elle comprenait exactement ce qui se passait avec les Beaufort. Resté momentanément seul avec notre groupe familial, Daniel se tourna vers moi. « Maman, dit-il tranquillement. Tous ces gens en savent plus sur ma vie que je n'en savais sur la tienne. » La blessure dans sa voix était indéniable. Camille lui serra la main en signe de soutien. Seulement les grandes lignes, Mio, les jeux rassurés. Les choses qu'une mère fière mentionne à de vieux amis. Jamais les choses privées entre nous. Mais pourquoi tout ce secret, les vies séparées, le fait de prétendre être moins que ce que tu es? J'ai réfléchi à ma réponse avec soin, consciente que les Beaufort écoutaient attentivement, bien qu'ils fissent semblant d'admirer le design de la cuisine. Quand ton père est mort, ai-je commencé, Rivière Système Financier, RSF, venait de décoller. Soudain, j'étais une mère célibataire avec un enfant de 3 ans et une entreprise qui exigeait tout. J'ai vu les enfants d'autres personnes qui réussissaient devenir des enfants gâtés, pourris, définis par la richesse de leurs parents plutôt que par leur propre caractère. Je lui ai touché doucement la joue. Michel et moi avions toujours convenu que si nous avions la chance de réussir, nous ne laisserions pas cela changer la façon dont nous élèverions notre enfant. Après sa mort, cette promesse est devenue encore plus importante. Je voulais que tu deviennes un homme dont il serait fier, un homme qui valorise le travail, l'empathie et l'intégrité avant le statut ou les possessions. Mais l'appartement à Montreuil, les discussions sur le budget, m'obligeaient à faire des jobs d'été alors que tu aurais pu tout me donner. Et quelle leçon cela aurait-il enseigné? Ai-je terminé? Que tu méritais plus que tes camarades de classe simplement à cause de qui était ta mère. Camille intervint de manière inattendue. Elle a raison, Daniel. Regarde-moi, regarde à quel point j'ai dû me battre contre les attentes de mes parents pour faire un travail qui a du sens au lieu de simplement gérer l'argent de la famille ou de me marier stratégiquement. Marguerite émit un petit son offensé, mais ne contredit pas sa fille. Ta mère t'a donné quelque chose de bien plus précieux que la richesse, poursuivit Camille. Elle t'a donné la chance de devenir toi-même sans le fardeau du privilège. Daniel resta silencieux un moment, en pleine réflexion. Le fonds de bourse universitaire qui a aidé la moitié de ma classe de terminale. C'était toi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. L'éducation a changé ma vie. Je voulais rendre l'appareil. Et ma bourse d'enseignement, celle qui est mystérieusement apparue quand le département a perdu son financement. J'ai peut-être passé un coup de fil, ai-je admis, mais tu as mérité ce poste au mérite, Daniel. Je me suis seulement assuré que l'argent était disponible.
Giovanni revint en frappant dans ses mains. Maintenant, pour le vrai régal, la cave à vin. Victor, vous avez mentionné un intérêt pour les grands vins. Alors que nous le suivions vers un ascenseur discret, j'ai senti la main de Daniel sur mon bras, me retenant légèrement. Je suis encore en train de digérer tout ça, dit-il tranquillement. Mais je pense que je comprends pourquoi tu l'as fait. Me pardonnes-tu pour la tromperie ? Ai-je demandé, soudainement vulnérable. Son expression s'adoucit. Il n'y a rien à pardonner, maman. Mais j'ai environ 1 millier de questions. J'ai souri, le soulagement m'envahissant. Et je promets de répondre à chacune, en commençant demain au brunch, chez moi, si tu veux voir ma vraie maison. J'aimerais bien, dit-il, puis ajouta avec une pointe de l'humour pince sans rire de son père. Tant que c'est toi qui paies. Apparemment, j'ai été induit en erreur sur notre situation financière. Pour la première fois de la soirée, j'ai ri sans réserve, le son résonnant dans la cuisine étincelante de Giovanni comme une libération. L'ascenseur descendit silencieusement, emmenant notre groupe sous le restaurant animé jusqu'à la légendaire cave à vin de Giovanni, un sanctuaire climatisé abritant plus de 10 000 bouteilles et rarement montré aux clients ordinaires. Lorsque les portes s'ouvrirent, les Beaufort eurent un hoquet audible. Éclairée par un éclairage subtil, la cave s'étendait devant nous comme une cathédrale dédiée à la viticulture. Des casiers du sol au plafond remplis de bouteilles de toutes les grandes régions viticoles du monde, organisées par pays, régions, vignobles et millésimes. La pièce maîtresse était une longue table polie faite de douelles de fûts de chêne italien recyclés, entourée de 12 fauteuils en cuir. Ma fierté et ma joie, annonça Giovanni en nous faisant entrer. Martine a aidé à la concevoir lors de notre première expansion. Le concept était entièrement de Giovanni, ai-je objecté. J'ai simplement suggéré que la salle de dégustation privée bénéficierait d'une acoustique appropriée pour la musique. Le vin et la mélodie partagent tant de caractéristiques. Victor se dirigea immédiatement vers le casier le plus proche, les yeux s'écarquillant devant une rangée de Château Margaux de 1982. Et Saint-Latour de 1961. Excellent œil, approuva Giovanni. Le 61 est exceptionnel, bien que je préfère le 59 pour sa finale plus subtile. Marguerite dériva vers la section champagne, ses doigts planant près de bouteilles qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Proposez-vous des dégustations privées pour une clientèle sélectionnée. L'accent mis sur « sélectionné » rendait son intention claire. Elle cherchait un accès exclusif. Uniquement pour les investisseurs et les amis personnels, répondit Giovanni, observant attentivement sa réaction. Martine détient le record d'identification de régions viticoles en dégustation à l'aveugle. 27 identifications correctes consécutives, jusqu'au vignoble spécifique pour 15 d'entre elles. Vous n'avez jamais mentionné que vous étiez une œnophile, me dit Marguerite. Incapable de masquer sa surprise. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas mentionnées, ai-je répondu doucement. Daniel examinait une section séparée où plusieurs bouteilles se trouvaient dans des vitrines individuelles en verre. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. Le visage de Giovanni s'illumina. Ah, les pièces de musée. Des millésimes historiquement significatifs que nous préservons plutôt que de les consommer. Ce Romanée Conti de 1945 a été sauvé d'une collection nazie après la guerre. Ce Madère de 1856 a survécu au tremblement de terre de San Francisco. Et celui-ci, dit-il en désignant une bouteille poussiéreuse avec une étiquette manuscrite, a été pressé par mon arrière-grand-père en Toscane avant que la famille n'émigre. Fascinant, souffla Camille, appréciant clairement la signification historique au-delà de la simple valeur monétaire. Giovanni nous guida vers la table de dégustation où un serveur était apparu discrètement avec 5 verres en cristal et une bouteille déjà en train de respirer dans une carafe. Une sélection spéciale pour ce soir, expliqua Giovanni, faisant signe au serveur de verser. De ma collection privée, même pas sur la carte du restaurant. Le liquide d'un Bordeaux profond scintillait dans la lumière tamisée en remplissant chaque verre. Victor se pencha en avant avec empressement tandis que Marguerite se positionnait de manière plus proéminente, comme si un photographe pouvait se matérialiser pour la capturer dans ce cadre exclusif. Un Vega Sicilia Unico de 1996, annonça Giovanni. Espagnol, pas italien. Un clin d'œil à la patrie de Michel. Je ressentis une vague d'émotion face à cet hommage attentionné à mon défunt mari. Giovanni leva son verre. À Michel Rivière, philosophe, humaniste, et l'homme qui a eu le bon sens d'épouser Martine. Il nous manque toujours à nos dîners du dimanche. À Michel, ai-je fait écho doucement, touchant mon verre au sien. Tout le monde sirota, mais je remarquai les yeux brillants de Daniel alors qu'il baissait son verre. Il n'avait que 3 ans à la mort de son père, trop jeune pour se forger des souvenirs durables.
Chaque mention de Michel était précieuse pour lui, une pièce de puzzle pour comprendre sa propre identité. C'est extraordinaire, déclara Victor, examinant le vin avec un respect nouveau. La complexité, l'équilibre. Michel a découvert ce vignoble avant qu'il ne devienne internationalement reconnu, ai-je expliqué. Nous l'avons visité pendant notre lune de miel. Il trouvait toujours de la beauté dans les endroits méconnus. Comme Montreuil, suggéra Daniel avec un petit sourire. Exactement comme Montreuil, ai-je confirmé, lui rendant son sourire. Ton père croyait que l'authenticité existait plus facilement dans les endroits sans prétention. Marguerite se tortilla mal à l'aise, sentant clairement la critique implicite. En parlant de trésors méconnus, intervint Giovanni en douceur. Martine, leur as-tu parlé de la nouvelle initiative de ta fondation? Je lui ai lancé un regard. Il savait parfaitement que non. Laquelle? Ai-je demandé prudemment. Le réseau premier de cordée, suggéra Giovanni. Daniel devrait être particulièrement intéressé étant donné son domaine d'enseignement. Daniel se tourna vers moi. Qu'est-ce que c'est? J'ai soupiré, reconnaissant la tentative pas si subtile de Giovanni d'illustrer davantage le fossé entre ma modestie publique et ma philanthropie privée. C'est un nouveau programme offrant un soutien complet aux étudiants boursiers de première génération, ai-je expliqué. Au-delà des simples bourses, des subventions au logement, de la technologie, des vêtements professionnels pour les entretiens, une couverture santé et des réseaux de mentorat. Nous le pilotons dans 5 universités à la rentrée prochaine. C'est incroyable, dit Daniel. Nous essayons d'obtenir un financement pour quelque chose de similaire. Dans mon département depuis des années. L'administration ne cesse de dire qu'il n'y a pas de budget. Quelles universités font partie du pilote? Demanda Camille. Paris 8, Aix-Marseille, Howard aux États-Unis, et l'Université de Lyon, ai-je répondu, regardant Victor et Marguerite échanger des regards à la mention de la prestigieuse université lyonnaise, où le nom Beaufort ornait un bâtiment mineur. L'Université de Lyon est également sur notre liste de donateurs, commenta Victor, tentant d'établir un terrain d'entente. Peut-être pourrions-nous discuter de la coordination de nos dons pour un plus grand impact. Giovanni réprima un sourire, sachant aussi bien que moi que les dons des Beaufort étaient nominaux par rapport à la dotation de ma fondation. Le programme est en fait entièrement financé pour les 5 premières années, ai-je expliqué. Mais nous sommes toujours ouverts aux partenaires qui partagent notre philosophie sur l'équité en matière d'éducation. L'équité éducative. Oui, absolument, acquiesça Victor à la hâte, bien que son ton incertain suggérât que ce n'était pas un concept central à sa philanthropie. Marguerite, sentant peut-être qu'ils étaient dépassés, tenta de réorienter. Giovanni, cette cave à vin serait parfaite pour une collecte de fonds privés. Organisez-vous parfois des événements caritatifs ici? Occasionnellement, reconnut Giovanni. Pour des causes qui nous tiennent à cœur. Notre fondation artistique prévoit un gala au printemps prochain, continua-t-elle, imperturbable. Peut-être. Mère, interrompit Camille, sa patience visiblement à bout. Ne pouvons-nous pas transformer chaque conversation en une opportunité de réseautage? Nous sommes ici en tant que famille de Daniel, pas pour obtenir des avantages sociaux. Un silence inconfortable s'installa à table. Victor sembla légèrement embarrassé, tandis que Marguerite parut véritablement choquée par la réprimande de sa fille. J'ai simplement pensé, commença Marguerite avec raideur, étant donné nos intérêts communs pour la philanthropie. Est-ce de la philanthropie lorsque l'objectif principal est d'avoir sa photo dans les pages mondaines? La défia Camille, des années de frustration évidente dans son ton, quand on mesure le succès d'un événement caritatif par qui y a assisté plutôt que par ce qu'il a accompli. Camille, avertit Victor. Non, père. J'ai vu ça toute ma vie. Le calcul, le positionnement, l'utilisation des gens pour leurs relations. Elle se tourna vers moi. Je m'excuse, Madame Rivière. C'est pourquoi j'ai été si attirée par Daniel quand nous nous sommes rencontrés. Sa passion sincère pour son travail, ses étudiants, son absence totale de prétention. Des qualités que je vois maintenant qu'il a apprises de vous. L'honnêteté brute de ses paroles flottait dans l'air. Daniel prit sa main, la fierté évidente dans son expression. Aucune excuse n'est nécessaire, les jeux assurés. L'authenticité est toujours inconfortable pour ceux qui n'y sont pas habitués. Giovanni, sentant la tension, se leva en douceur. Peut-être devrions-nous remonter pour quelques digestifs. J'ai une grappa de 20 ans d'âge qui se marie à merveille avec les règlements de compte philosophiques. Cela détendit légèrement l'atmosphère, provoquant un petit rire de Daniel et Camille. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, Marguerite se retira,
passant son bras sous celui de Victor avec le geste exercé d'un couple habitué à présenter un front uni. Dans l'espace confiné de l'ascenseur, j'étudiais leurs expressions réfléchies dans la porte polie. Calcul, réévaluation, et la prise de conscience naissante que cette soirée avait fondamentalement modifié la dynamique de pouvoir qu'ils s'attendaient à contrôler. Lorsque les portes s'ouvrirent au niveau du restaurant principal, le maître d'hôtel de Giovanni attendait avec un message. Madame Rivière, votre appel avec Tokyo est confirmé pour 23 heures. Dois-je faire en sorte que la voiture vous ramène à votre bureau à domicile? Une autre pièce de ma vie compartimentée exposée. Daniel me regarda d'un air interrogateur. Marchés internationaux, ai-je expliqué. Certaines choses ne peuvent pas attendre le matin. Aurez-vous besoin de revoir les documents d'information avant l'appel? Demanda-t-il un instant. J'ai hésité. La réponse automatique aurait été de maintenir la séparation, de garder ma vie professionnelle à distance de mon fils comme je l'avais toujours fait. Mais peut-être était-il temps d'adopter une approche différente. En fait, dis-je en prenant une décision, aimerais-tu assister à l'appel? Cela pourrait t'intéresser. Il s'agit de notre initiative d'investissement durable dans la région Asie-Pacifique. La surprise de Daniel fit place à un intérêt sincère. Vraiment? Tu voudrais que je sois là? Oui, ai-je confirmé. Il est temps que tu vois ce côté de ma vie, si cela t'intéresse. Alors que nous retournions vers la salle à manger principale, j'ai surpris le sourire approbateur de Camille et la consternation à peine voilée des Beaufort face à cette nouvelle preuve de ma stature professionnelle. La soirée était devenue quelque chose qu'aucun de nous n'avait anticipé. Une cascade de révélations qui remodelait toutes nos relations, et nous n'avions même pas encore atteint les digestifs. Le restaurant s'était calmé, la foule du dîner s'éclaircissant alors que nous retournions à l'étage principal. Giovanni s'excusa pour s'occuper des affaires de la cuisine, promettant de nous rejoindre pour un dernier digestif. En nous approchant de notre table, maintenant réarrangée avec d'élégants verres à dégustation et une sélection de spiritueux vieillis, j'ai remarqué plusieurs personnalités parisiennes me saluer respectueusement de la tête. Martine. Une femme aux cheveux argentés dans un tailleur impeccablement coupé s'approcha, me faisant la bise sur les 2 joues. Je pensais bien que c'était toi. La réunion du conseil de la bibliothèque Morgane a été déplacée à mercredi. Est-ce que cela entre en conflit avec ton panel à l'ONU? Hélène, ai-je salué chaleureusement l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Mercredi convient parfaitement. L'engagement à l'ONU est jeudi matin. Hélène tourna son attention vers Daniel. Ce doit être ton fils, le professeur. Ta mère parle de toi constamment. Daniel lui serra la main, traitant visiblement une autre connexion de haut vol. C'est un honneur de vous rencontrer, Madame la ministre. Hélène, s'il te plaît. Nous sommes tous amis ici. Elle jeta un regard curieux et poli au Beaufort. La petite amie de Daniel, Camille Beaufort, et ses parents, Victor et Marguerite, ai-je présenté. De Lyon. Beaufort, répéta Hélène, fouillant sa base de données mentales. Êtes-vous apparenté au sénateur Beaufort du Rhône? Un cousin éloigné, répondit Victor en se redressant avec importance. Bien que nous nous voyions lors des réunions de famille. Comme c'est gentil, dit Hélène d'un ton dédaigneux, les plaçant clairement dans la catégorie des personnes tentant de revendiquer une proximité avec le pouvoir. Elle se retourna vers moi. N'oublie pas le dîner de départ à la retraite de Jacques le mois prochain. Le président a confirmé sa présence. J'ai libéré mon emploi du temps, les jeux assurés. Je prononce le discours d'ouverture. Avec une autre bise, Hélène s'éloigna, laissant un sillage de silence chargé. Les Beaufort semblaient à la fois impressionnés et mal à l'aise par cette référence désinvolte au président. « Tu prononces un discours lors d'un événement auquel le président assiste ?» demanda Daniel alors que nous prenions place. Jacques Chêne prend sa retraite de la fonction publique, ai-je expliqué. Nous sommes amis depuis Polytechnique. Il a été d'une aide inestimable. Sur la politique technologique. Marguerite se pencha en avant. Vous connaissez le président personnellement. Nos chemins se sont croisés lors de diverses fonctions, ai-je répondu vaguement, peu disposé à détailler mon rôle réel de conseil sur les réglementations des technologies financières. Paris est un petit monde dans certains cercles. Un serveur est apparu avec un plateau de sélection de grappa, détournant temporairement l'attention. Alors que la conversation passait à des sujets plus sûrs, j'ai observé Daniel traiter les révélations continues sur ma vie. Son expression était passée du choc à la curiosité, et maintenant à quelque chose qui ressemblait à de l'appréciation. Alors, dit-il pendant une accalmie, toutes ces fois où tu m'as dit que nous ne pouvions pas nous permettre quelque chose. Étaient techniquement vraies, ai-je terminé pour lui. Je pouvais me le permettre,
Mais nous, c'est-à-dire toi et moi en tant qu'unité familiale, avions un budget que je m'étais engagé à maintenir. Comme quand je voulais cette console de jeux coûteuse pour mon 13e anniversaire et que tu as dit que nous devions économiser pour l'université à la place. Tu as fini par avoir la console de jeux pour Noël, de toute façon, lui ai-je rappelé, après avoir fait du bénévolat au centre communautaire pendant 3 mois. Tu as dit qu'un parent avait aidé à payer, se souvint Daniel. Le parent était mon portefeuille d'investissement, ai-je admis. Mais le principe était ce qui importait. Tu as gagné quelque chose que tu voulais en servant les autres, pas parce que ta mère pouvait facilement faire un chèque. Victor s'éclaircit la gorge. Une approche créative de la parentalité. Son ton suggérait qu'il la trouvait inutilement compliquée plutôt que fondée sur des principes. Ça a fonctionné pour nous, ai-je répondu simplement. Clairement, intervint Camille en serrant la main de Daniel. Daniel est la personne la plus ancrée et la plus compatissante que j'ai jamais rencontrée. Maintenant, je comprends d'où cela vient. Le sourire de Marguerite se crispa face à cette critique implicite de leur propre philosophie parentale. Différentes approches pour différentes familles, je suppose. En effet, ai-je convenu. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Mon téléphone vibra avec un message texte. En y jetant un œil discret, je vis qu'il venait de Giovanni. Urgence en cuisine. Je dois rester, mais Sophie dit de te rappeler pour le dîner de dimanche. Amène Daniel et Camille. J'ai relayé ce message, ajoutant « Giovanni présente ses excuses, mais doit s'occuper de quelque chose en cuisine. Il espère que vous avez apprécié la visite. » C'était fascinant, répondit Victor, clairement déçu de perdre l'accès au chef célèbre. Peut-être qu'une autre fois, nous pourrions discuter de cet événement caritatif que Marguerite a mentionné. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna, la sonnerie spécialisée que j'avais assignée aux affaires urgentes. « Excusez-moi » dis-je en vérifiant l'écran. Je dois prendre cet appel. M'éloignant légèrement de la table, mais restant de nouveau délibérément à portée de voix, j'ai répondu. Rivière. C'était mon véritable directeur financier cette fois, appelant avec des questions légitimes sur les négociations de Tokyo. Pendant que je parlais, j'étais parfaitement consciente que les Beaufort écoutaient attentivement, leur dédain antérieur maintenant remplacé par un intérêt calculé. Oui, offrez la participation de 30%, mais maintenez le contrôle opérationnel, ai-je instruit. Les préoccupations réglementaires sur les marchés asiatiques exigent notre surveillance directe. Non, nous ne ferons aucun compromis sur les clauses d'investissement éthique. S'ils insistent, rappelez-leur que c'est notre cadre de conformité ESG qui les a attirés en premier lieu. J'ai conclu l'appel et suis retourné à la table. Mais, excuse. Les affaires ne respectent jamais les heures de dîner. On dirait des négociations importantes, observa Victor, incapable de contenir sa curiosité. Expansion sur les marchés asiatiques, ai-je confirmé. Rien qui ne puisse être finalisé demain. Votre entreprise gère des investissements internationaux de cette envergure en interne, a-t-il insisté. Pas par le biais de plus grandes institutions. Nous sommes la plus grande institution, ai-je corrigé gentiment. Rivière Système Financier gère plus de 180 milliards d'euros d'actifs dans le monde. Victor faillit s'étouffer avec sa grappa. Le chiffre dépassait clairement ce qu'il avait estimé sur la base des informations publiques. Maman, intervint Daniel. Souviens-toi, tu as mentionné un appel de Tokyo à 23h. Il est presque 22h30. Tu as raison, ai-je reconnu en vérifiant ma montre. Nous devrions probablement bientôt conclure. Je t'accompagnerai, proposa Daniel. Si l'invitation à observer tient toujours. Bien sûr, les jeux assurés. Camille est également la bienvenue si elle s'intéresse aux pratiques d'investissement durable. J'adorerais, répondit Camille avec enthousiasme avant de jeter un coup d'œil à ses parents. Si cela ne vous dérange pas. Je sais que nous avions des projets pour le brunch demain. L'expression de Marguerite se crispa. En fait, nous espérions discuter de quelques affaires de famille en privé. L'implication était claire. Ils avaient besoin de réévaluer leur stratégie concernant Daniel, maintenant que son lien avec moi avait révélé des avantages inattendus. Une autre fois peut-être, ai-je suggéré en douceur, demandant l'addition. Le serveur apparut immédiatement. Madame Rivière, votre repas a été pris en charge par le chef Rossi. Absolument pas, ai-je protesté. Nous passons par là à chaque fois, et je dis toujours à Giovanni. Il a été très insistant, continua le serveur en s'excusant. Il a dit, et je le cite, celui-ci est pour Michel. Il aurait apprécié le théâtre de ce soir. La mention de mon défunt mari a adouci mon objection. Très bien. S'il vous plaît,
dites à Giovanni que je réglerai ça dimanche. Alors que nous nous préparions à partir, la dynamique avait changé de manière palpable. Les Beaufort, qui étaient arrivés en s'attendant à évaluer une simple mère de la classe ouvrière, recalculaient maintenant leur approche envers moi et Daniel. La condescendance s'était évaporée, remplacée par une déférence empressée que je trouvais plus désagréable que leur dédain initial. Cette soirée a été si révélatrice, commenta Marguerite alors que nous rassemblions nos affaires. Nous devons vous inviter chez nous à Lyon bientôt. Notre cercle serait fasciné par votre parcours remarquable. Comme un spécimen exotique à étudier, ai-je demandé agréablement. Ou comme une donatrice potentielle pour vos causes sociales. Marguerite rougit. Je ne voulais pas dire. Ce n'est rien, les jeux assurés. J'ai été sous-estimée la majeure partie de ma carrière. Cela s'est avéré avantageux d'une manière que vous ne soupçonneriez pas, Victor tenta de limiter les dégâts. Martine, peu importe comment cette soirée a commencé, j'espère que nous pourrons avancer sur de meilleures bases. Daniel est clairement important pour Camille, ce qui vous rend importante pour notre famille. Le calcul à nu dans son ton était presque impressionnant par sa transparence. Comme c'est intéressant que mon importance n'ait émergé qu'après que vous ayez appris ma situation financière, ai-je observé, maintenant mon sourire agréable. On pourrait presque penser qu'il y a une corrélation. Daniel réprima un sourire, tandis que Camille semblait à la fois mortifiée et justifiée. Mère, père, dit-elle fermement. Je pense qu'il est temps de mettre fin à la soirée. Madame Rivière. Martine, merci pour une soirée vraiment inoubliable. Le plaisir était pour moi, ai-je répondu sincèrement. Et s'il vous plaît, appelez-moi Martine. Après tout, ai-je ajouté avec un regard significatif vers ses parents, j'ai le sentiment que nous nous verrons beaucoup plus souvent. L'implication que la relation de leur fille avec mon fils pourrait être sérieuse indépendamment de leur approbation ne fut pas perdue pour les Beaufort. Alors que nous sortions du restaurant ensemble, je les ai regardés traiter ce subtil changement de pouvoir avec un mélange d'amusement et de prudence. Le véritable test de leur caractère viendrait dans les jours à venir. Les gens pouvaient jouer la grâce quand cela servait leurs intérêts, mais le respect durable, surtout envers ceux qu'ils avaient initialement rejetés, en révélait bien plus sur leur vraie nature. Pendant ce temps, Daniel marchait à côté de moi, secouant parfois la tête avec une incrédulité persistante. « Prêt pour Tokyo » lui ai-je demandé légèrement. « Prêt pour la vérité » a-t-il répondu. « Toute la vérité cette fois, maman. » Et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais prête à la lui donner. L'élégante berline Mercedes noire attendait au bord du trottoir, mon chauffeur habituel, Charles, tenant la portière ouverte avec une discrétion exercée. C'était un autre fragment de ma vie réelle, le service de voiture que j'utilisais pour les réunions tardives et les transferts à l'aéroport, mais que je n'avais jamais autorisé à venir me chercher à notre appartement familial de Montreuil. « Bonsoir, Madame Rivière » m'a salué Charles. « Aux Pantouzes. »« Oui, s'il vous plaît » ai-je confirmé. « Et nous aurons des passagers supplémentaires ce soir. » Les Beaufort fixaient le véhicule de luxe, une autre pièce du puzzle se mettant en place. Le regard de Victor s'attarda sur le discret logo MB en relief sur les appuis-têtes. Pas un service de VTC standard, mais un arrangement privé pour cadre. Peut-être devrions-nous partager le trajet, suggéra Marguerite avec empressement. Notre hôtel est dans le centre. Je crains que nous n'allions dans la direction opposée, ai-je répondu en douceur. Mais je serais heureuse que Charles vous commande une autre voiture. Avant qu'il ne puisse répondre, Camille s'avança. En fait, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais rejoindre Daniel chez vous pour l'appel de Tokyo, ajouta-t-elle rapidement. Les aspects d'investissement durable pourraient être pertinents pour une nouvelle exposition que je prévois sur l'art environnemental. L'expression de Marguerite se crispa. Camille, nous avions prévu de discuter. Nous pouvons parler demain, mère, interrompit fermement Camille. C'est une opportunité unique. L'excuse professionnelle était transparente, mais j'ai apprécié sa diplomatie. Vous êtes la bienvenue, les jeux assurés. Il y a beaucoup de place. Alors que Daniel et Camille se glissaient sur la spacieuse banquette arrière, j'ai échangé de brefs adieux avec les Beaufort, promettant de faire venir cette deuxième voiture. Une fois la porte fermée derrière nous, le luxe silencieux du véhicule nous enveloppa. Cuir souple comme du beurre, cloison de séparation, éclairage d'ambiance et le parfum subtil du bois de santal. Daniel passa sa main sur le siège en cuir. Alors, c'est comme ça que tu te déplaces en réalité. Uniquement pour le travail, ai-je précisé. Ma Toyota est parfaitement adéquate pour la vie de tous les jours. La Clio de 15 ans avec la bosse sur le pare-choc. Il secoua la tête avec émerveillement. Pendant tout ce temps, je pensais que nous étions économes parce que nous devions l'être.
Nous étions économes, ai-je insisté. Juste par choix plutôt que par nécessité. Charles s'engagea en douceur dans la circulation alors que j'appuyais sur un bouton pour lever la cloison de séparation. Une fois seul, Daniel se tourna vers moi avec un millier de questions dans les yeux. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. « Pourquoi quoi » spécifiquement, ai-je rétorqué. « Pourquoi les vies séparées ? Pourquoi te cacher mon succès ? Pourquoi garder l'appartement à Montreuil alors que je pouvais me permettre bien plus ? Tout, dit Daniel. Toute la tromperie. Pas une tromperie, ai-je corrigé doucement. Une compartimentation. Avec un but. Camille prit la main de Daniel. Je pense que c'était magnifique, offrit-elle. Le protéger des fardeaux du privilège. C'est une partie de la raison, ai-je reconnu. Mais ce n'était pas seulement pour protéger Daniel. C'était aussi pour honorer les souhaits de Michel. La mention de son père adoucit l'expression de Daniel. Papa voulait ça, les vies séparées. Quand je suis tombée enceinte de toi, Rivière Système Financier commençait à peine à décoller, ai-je expliqué, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Michel et moi avons eu de longues discussions sur ce que signifierait élever un enfant au milieu d'une richesse et d'un succès croissant. Il avait vu ce qui arrivait aux enfants de ses riches collègues universitaires. Le sentiment que tout leur était dû, le sens déformé de la réalité, la pression de maintenir les apparences. Papa venait lui-même d'un milieu aisé, n'est-ce pas ? Demanda Daniel. Tu as mentionné que sa famille à Madrid avait une sorte de domaine. Vieille bourgeoisie espagnole, ai-je confirmé. Pas une richesse énorme, mais un privilège significatif. Michel en a rejeté une grande partie pour poursuivre la philosophie et l'enseignement. Il croyait que le confort excessif émoussait l'imagination morale. Daniel réfléchit à cela. Donc, me tenir dans l'ignorance de ton succès était une sorte d'éducation morale. Pas dans l'ignorance, ai-je corrigé. Juste pas sous les projecteurs. Nous voulions que tu développes ta propre identité, séparée de la richesse ou du statut, que tu trouves un sens dans le travail lui-même plutôt que dans ses récompenses. En me laissant croire que nous nous en sortions à peine. Il y avait encore une pointe de blessure dans sa voix. En te laissant croire que le confort exigeait des efforts, ai-je précisé. Que les ressources étaient limitées et que les choix avaient des conséquences. Que rien ne t'était dû plus qu'aux autres simplement par accident de naissance. La voiture tourna dans une rue bordée d'arbres du Marais, ralentissant à l'approche d'un immeuble de luxe discret avec un auvent sobre et un portier en uniforme. Et ça a fonctionné, intervint Camille en serrant la main de Daniel. Regarde-toi. Tu enseignes dans une université publique, tu es le mentor d'étudiants de première génération, tu refuses des emplois en entreprise pour faire un travail qui a un vrai sens. Penses-tu que tu aurais fait les mêmes choix si tu avais grandi avec des jets privés et du personnel de maison ? L'expression de Daniel suggérait qu'il envisageait cela sérieusement pour la première fois. Peut-être pas, admit-il, mais quand même, les mensonges sur nos finances, les appartements séparés, toute cette double vie. Après la mort de Michel, dis-je doucement, maintenir ces frontières est devenu encore plus important pour moi. J'étais soudainement une mère célibataire dirigeant une entreprise en pleine expansion. J'ai vu les enfants d'autres dirigeants devenir des symboles du succès de leurs parents. Vêtements de créateurs, écoles privées où les enseignants n'osaient pas les discipliner. Des programmes d'étaient choisis pour leur potentiel de réseautage, plutôt que pour un intérêt sincère. J'ai pris la main libre de Daniel. Je voulais quelque chose de différent pour toi. Une enfance où tu serais apprécié pour ce que tu devenais, pas pour ce que j'avais accompli. Où tu apprendrais la valeur de l'argent en le gagnant, pas en le recevant tout fait. La voiture s'arrêta devant mon immeuble. Par la fenêtre, je vis Thomas, le portier de nuit, s'avancer pour ouvrir notre portière. « C'est vraiment ici que tu vis ?» demanda Daniel, levant les yeux vers l'élégant immeuble haussmannien. « Depuis 15 ans, ai-je confirmé. Bien que j'ai gardé l'appartement de Montreuil aussi, pour les visites dominicales à la boulangerie de Tati Carmen, ne serait-ce que pour ça. » Alors que nous sortions de la voiture, Thomas me salua chaleureusement. « Bonsoir, Madame Rivière. Dois-je informer Monsieur Patel que vous serez prête pour l'appel de Tokyo dans votre bureau ? » Oui. Merci, Thomas. Et s'il vous plaît, ajoutez Monsieur Rivière et Mademoiselle Beaufort à ma liste de visiteurs permanents. Bien sûr, Madame. Le hall d'entrée était un modèle de luxe discret. Sol en marbre, luminaire art déco, fleurs fraîches disposées dans une immense urne centrale. Le concierge hocha la tête respectueusement depuis son bureau, alors que nous traversions vers l'ascenseur privé qui ne desservait que le Penthouse et un autre appartement. C'est surréaliste, murmura Daniel alors que l'ascenseur montait en douceur. Découvrir que ta mère est essentiellement Bruce Wayne.
Cela me fit rire. À peine. Bien que j'ai un faible pour la technologie coûteuse. Est-ce que ça veut dire que j'aurai une Batmobile pour Noël? Taquina Théil, l'humour suggérant qu'il commençait à digérer les révélations de la soirée. Tu auras ce que tu as toujours eu, ai-je répondu, adoptant son ton plus léger. Quelque chose de réfléchi, mais pas extravagant, et la satisfaction de savoir que ta mère t'aime. L'ascenseur s'ouvrit directement dans mon hall d'entrée, un espace plus grand que tout notre appartement de Montreuil, avec des plafonds hauts, des œuvres d'art de qualité muséale et des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la Seine et les toits de Paris. Daniel se figea juste à l'entrée, contemplant l'espace avec des yeux écarquillés. Camille eut un léger hoquet de surprise à côté de lui. « Bienvenue à la maison », dis-je tranquillement. Dans la vie que j'ai gardée séparée de nos dimanches à Montreuil. « C'est magnifique », souffla Camille en s'approchant des fenêtres. « Mais pas ostentatoire. On sent que c'est personnel. » Elle avait identifié exactement ce que j'avais cherché à créer en concevant l'espace avec Michel des années auparavant. Le confort sans l'extravagance, la qualité sans l'esbrouf, l'art sélectionné pour sa signification plutôt que pour son potentiel d'investissement. Daniel se déplaça lentement dans le salon, s'arrêtant devant des photographies que je n'avais jamais exposées dans notre autre maison. Moi recevant des prix, parlant à des conférences, posant avec des chefs d'entreprise et des dirigeants mondiaux. Son regard s'attarda sur une en particulier. Une version plus jeune de moi tenant Daniel bébé dans mes bras, avec le bras de Michel autour de nous deux, tous les trois riant au soleil. « Je n'ai jamais vu cette photo, dit-il. Elle a été prise dans notre maison en Normandie, ai-je expliqué. L'été avant la mort de ton père. Nous avions une maison en Normandie. Les révélations n'étaient manifestement pas terminées. Nous l'avons toujours, ai-je confirmé. Je l'ai conservée exactement comme elle était du vivant de Michel. Ses livres sont encore sur la table de chevet. J'y vais parfois quand j'ai besoin de me sentir proche de lui. Daniel toucha doucement la photographie. Toutes ces années, j'ai cru te connaître. Tu me connais, les jeux assurés. L'essentiel de moi. Mes valeurs, mon amour pour toi, les choses qui comptent vraiment. Le reste n'est que circonstance. Mon téléphone sonna avec une alerte de calendrier. Nous avons 15 minutes avant l'appel de Tokyo. Juste assez de temps pour une visite rapide si vous êtes intéressé. Daniel regarda autour du vaste Penthouse, la vie que sa mère avait construite en parallèle de celle qu'il avait toujours connue. Montre-nous le chemin, dit-il finalement. Je veux voir tout ce que tu as caché. Alors que je les guidais à travers ma vraie maison, je sentis un poids se lever. Le fardeau de la compartimentation que j'avais porté pendant des décennies s'allégeait progressivement à chaque porte que j'ouvrais, chaque histoire que je partageais, chaque morceau de mon moi complet que je révélais enfin à mon fils. Voici mon bureau, dis-je en ouvrant des portes doubles pour révéler un espace qui ne ressemblait en rien au petit bureau dans le coin de l'appartement de Montreuil, où Daniel m'avait vu payer des factures et corriger des copies pour mes cours du soir fictifs. À la place, des fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur la ligne d'horizon scintillante de Paris, tandis que 3 grands moniteurs dominaient un bureau en palissandre sur mesure. Un mur présentait des horloges internationales affichant les heures de New York, Londres, Tokyo, Singapour et Sao Paulo. Un autre était couvert de couvertures de magazines encadrés, Fortune, Forbes, Les Échos, toutes présentant des interviews ou des profils de moi au fil des ans. La milliardaire la plus discrète de France, lut Daniel sur un titre, sa voix faible. Milliardaire? La valorisation fluctue avec le marché, ai-je répondu maladroitement. Mais oui, avec un M, il semblait bloqué sur ce détail. La technologie financière est un domaine lucratif, ai-je dit simplement. Surtout si on y entre tôt et qu'on fait les bonnes acquisitions. Camille examinait les photographies disposées sur une crédence. Des images de moi avec des dirigeants mondiaux, des visionnaires de la tech et des organisations humanitaires que je soutenais. « C'est toi avec Malala Yousafzai ?» demanda-t-elle en montrant une photo de moi avec la lauréate du prix Nobel de la paix. Nous siégeons ensemble dans une initiative pour l'éducation, ai-je confirmé. Une jeune femme brillante. Daniel passa des couvertures de magazines à un mur de récompenses et de diplômes honorifiques, des reconnaissances que je n'avais jamais exposées dans nos espaces partagés. Médaille de l'innovation du CNRS, l'utile, fixant le certificat et la médaille encadrée. Maman, c'est l'une des plus hautes distinctions civiles du pays. Pour notre travail sur les systèmes de sécurité financière, ai-je expliqué. Cela a aidé à prévenir plusieurs cyberattaques majeures sur les infrastructures bancaires. Il se tourna pour me faire face, son expression difficile à lire. Allais-tu un jour me dire tout ça? La question flotta dans l'air, chargée de décennies de vérités sélectives et de mensonges compartimentés. Finalement, ai-je admis.
J'avais prévu de tout expliquer quand tu aurais 35 ans, l'âge que Michel et moi avions jugé approprié, quand tu serais pleinement établi dans ta propre carrière et identité. Pourquoi 35 ans spécifiquement? C'est l'âge où tu auras accès à ton fonds en fiducie. Une autre bombe. Daniel s'affaissa dans le fauteuil le plus proche. J'ai un fonds en fiducie. Sa voix était à peine audible. Créé le jour de ta naissance, ai-je confirmé. Mais avec des conditions spécifiques qui reflètent nos valeurs. Tu y auras un accès progressif à partir de 35 ans, à condition que tu aies démontré un engagement envers un travail significatif et une contribution à la communauté. Combien? Demanda-t-il, puis secoua immédiatement la tête. Non, ne me le dis pas. C'est déjà trop à digérer. Assez pour assurer ton avenir sans dicter tes choix, ai-je dit avec précaution. Michel et moi étions catégoriques sur le fait que cela devait te libérer pour faire du bon travail, pas te piéger dans des menottes dorées. Camille s'était approchée des fenêtres, nous laissant de l'espace pour cette conversation intensément personnelle. Sa discrétion me la fit apprécier encore plus. Daniel se leva et fit un entour du bureau, touchant des livres, examinant des photographies, absorbant cette version alternative de sa mère qui avait toujours existé. Toutes ces fois où je me suis inquiété pour toi, dit-il finalement. Travaillant tard à ton boulot de bureau, prenant le métro seul la nuit, économisant sou par sou pour ta retraite. Et pendant ce temps, tu étais. Il fit un geste vers la pièce, vers l'épreuve de ma vie professionnelle réelle. Je n'ai jamais voulu te causer de soucis, dis-je doucement. Mais ton inquiétude pour moi, elle montrait du caractère, de l'empathie, la volonté de prendre soin de quelqu'un que tu pensais avoir moins que toi. Ces qualités étaient celles que Michel et moi espérions cultiver. En me laissant croire à un mensonge. En te laissant expérimenter une réalité différente, ai-je contré gentiment. Une où la suffisance était appréciée plutôt que l'excès attendu. Le téléphone de mon bureau sonna doucement. 2 minutes avant votre appel de Tokyo, Madame Rivière, annonça la voix de mon assistante par le haut-parleur. Merci, Sophie. Veuillez établir la connexion quand ils seront prêts. Daniel regarda le téléphone, puis de nouveau moi. Alors, que se passe-t-il maintenant? Est-ce qu'on retourne à faire semblant lors des dîners du dimanche à Montreuil, en agissant comme si rien de tout cela n'existait? C'est entièrement à toi de décider, lui ai-je dit honnêtement. Maintenant que tu sais, nous pouvons intégrer ces mondes séparés, ou maintenir les frontières qui nous ont bien servi, ou trouver un terrain d'entente qui honore les deux chemins. J'ai besoin de temps, dit Daniel, pour réfléchir à ce que cela signifie pour nous, pour ce que je pensais que nous étions. Prends tout le temps dont tu as besoin, l'ai-je assuré. Rien ne doit changer jusqu'à ce que tu sois prêt. Le téléphone du bureau sonna de nouveau, et l'un des moniteurs s'illumina avec les visages de mon équipe de Tokyo, attendant le début de la conférence. Veux-tu toujours observer? Ai-je demandé à Daniel. Il hésita, puis hocha la tête. Oui. Je veux voir ce côté de toi. Le côté que tu as gardé caché. J'ai indiqué des fauteuils confortables positionnés de manière à ce qu'ils puissent voir le moniteur sans être visibles par la caméra. Daniel et Camille s'installèrent alors que je prenais ma place au bureau, redressant ma posture et passant mentalement à l'état d'esprit de la dirigeante qui avait bâti un empire financier mondial. Bonsoir, équipe de Tokyo. Ai-je salué dans un japonais impeccable, provoquant un autre regard écarquillé de Daniel. Pouvons-nous commencer? Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai mené une négociation complexe concernant les critères d'investissement durable pour un grand projet d'infrastructure, passant sans effort du japonais à l'anglais, et occasionnellement au mandarin, selon les interventions des différents membres de l'équipe. Le Daniel que je connaissais, le fils qui ne me connaissait que comme une mère célibataire de la classe moyenne, et Camille, la petite amie qui commençait à peine à comprendre notre dynamique familiale, ont regardé pendant que je dirigeais une discussion impliquant des milliards de dollars avec l'assurance de quelqu'un qui opérait à ce niveau depuis des décennies. Parce que bien sûr, c'était le cas. Lorsque l'appel s'est terminé avec succès, j'ai fait pivoter mon fauteuil pour leur faire face, me sentant soudain étrangement vulnérable. C'était la version la plus authentique de mon moi professionnel, mais aussi celle que j'avais gardée la plus éloignée de mon fils. Alors, ai-je dit en tentant d'être légère, voilà ce que je fais vraiment dans la vie. Daniel secoua lentement la tête, un mélange d'admiration et d'incrédulité persistante sur son visage. Tu as parlé japonais et mandarin. Et tu as négocié des exigences de protection de l'environnement que la plupart des entreprises considéreraient comme impossibles, ajouta Camille, clairement impressionnée. Tu en as fait des points non négociables. Certains principes ne sont pas à vendre, ai-je répondu. Peu importe le potentiel de profit. Daniel se leva et se dirigea vers les fenêtres, contemplant les lumières de la ville. J'ai l'impression de te rencontrer pour la première fois, dit-il tranquillement.
Et pourtant, les valeurs, le cœur de qui tu es, ça n'a pas changé du tout, n'est-ce pas? Pas d'un iota, ai-je confirmé, le rejoignant à la fenêtre. Tout ce que tu sais sur ce que je crois, ce que je valorise, comment j'aime, tout cela est authentique. La seule tromperie concernait les circonstances, pas le caractère. Il se tourna pour me faire face, son expression s'adoucissant. Les dîners du dimanche à Montreuil. Étaient-ils réels, au moins? Les histoires sur ton enfance là-bas, ton lien avec le quartier? Absolument réels. Les jeux assurés. J'ai bien grandi dans ce quartier après notre arrivée. C'était vraiment mes repères d'adolescente. L'appartement appartenait à mes parents avant moi. C'est là que j'ai vécu en construisant RSF d'une start-up à ce qu'elle est aujourd'hui. Cette vérité sembla le réconforter. Donc, quand nous mangions des acras chez Tati Carmen, et que tu discutais avec elle en créole du bon vieux temps. C'était authentique, ai-je terminé pour lui. Les parents de Carmen et les miens étaient amis. Elle m'a vraiment vu grandir. Les liens avec cette communauté ne sont pas une comédie. Ils sont le fondement de qui je suis. Camille s'approcha, se tenant légèrement à l'écart, comme incertaine de devoir s'immiscer dans ce moment familial. Ta mère a créé quelque chose de remarquable, Daniel, dit-elle doucement. Pas seulement un empire commercial, mais une façon de réussir sans perdre son humanité ni oublier d'où elle vient. C'est extraordinairement rare. Daniel jeta un coup d'œil entre nous, puis de nouveau aux notes de la réunion de Tokyo toujours affichées sur le moniteur. J'ai encore environ 1 millier de questions, dit-il finalement. Et je répondrai à chacune, ai-je promis. En commençant par le petit déjeuner demain, si vous souhaitez rester ici ce soir. Il y a 3 chambres d'amis, toutes prêtes. Il hésita, puis hocha la tête. J'aimerais ça. Me réveiller dans ta vraie maison. Voir cette partie de ta vie à la lumière du jour. Moi aussi, ajouta Camille. Si ça ne te dérange pas, plus que bienvenue, les ai-je assurés tous les deux. En leur montrant leur chambre, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Les frontières soigneusement construites de 30 ans s'étaient dissoutes en une seule soirée. Ce qui allait naître à leur place restait à voir, mais pour la première fois depuis la mort de Michel, je sentais la possibilité d'une véritable intégration, d'être entièrement moi-même avec la personne qui comptait le plus dans ma vie. 3 semaines plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon Montpentouse, remuant soigneusement une casserole de sofrito, la base aromatique d'ail, d'oignons, de poivrons et d'herbes qui constituaient le fondement des recettes de ma mère. Le rituel familier me centrait alors que je me préparais pour le rassemblement mémorable de ce soir. Ce soir serait la première fois que mon cercle traditionnel du dîner du dimanche inclurait Daniel en tant que participant pleinement informé, plutôt qu'en tant qu'invité occasionnel présenté sous des prétextes limités. Plus significativement, il avait demandé à amener Camille, et étonnamment, ses parents. Depuis le dîner de la révélation chez Giovanni, beaucoup de choses avaient changé. Daniel avait passé des jours à digérer sa nouvelle compréhension de la situation réelle de notre famille, alternant entre deux longues conversations avec moi et des périodes de silence réfléchi. Nous avions visité la maison de Normandie, où son père et moi avions envisagé de l'élever avant la mort prématurée de Michel. Nous avions visité les bureaux de ma fondation, où il avait été surpris de découvrir que des programmes qu'il admirait professionnellement avaient été discrètement financés par sa propre mère. À travers tout cela, Camille avait été son soutien indéfectible, son propre milieu privilégié lui donnant un aperçu unique des raisons de mes choix. « Ta mère t'a fait le plus grand cadeau possible », lui avait-elle dit lors d'une conversation particulièrement difficile, la chance de devenir toi-même sans que la richesse ne définisse tes choix. Les Beaufort, quant à eux, avaient subi une transformation remarquable dans leur approche envers moi. La condescendance avait disparu, remplacée par des ouvertures empressées d'amitié et de respect. Victor m'avait appelé 3 fois avec des opportunités d'investissement qu'il pensait pouvoir m'intéresser. Marguerite m'avait invité à rejoindre le conseil d'administration de la petite fondation artistique de leur famille. J'avais décliné les 2 poliment mais fermement. La sonnette retentit, interrompant mes pensées. La voix de Thomas se fit entendre par l'interphone. Madame Rivière, le chef Rossi et Madame Rossi sont arrivés. Faites-les monter, s'il vous plaît, ai-je répondu en jetant un coup d'œil à l'horloge. Giovanni était typiquement en avance, probablement désireux de participer aux préparatifs en cuisine. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent quelques instants plus tard, révélant Giovanni et Sophie portant des cadeaux. Une bouteille de Barolo rare et un panier de pâtisserie italienne. Martine. Giovanni m'étreignit chaleureusement. Le fils prodigue revient avec sa novia et ses parents. Quelle histoire! J'ai apporté du vin supplémentaire au cas où nous devrions survivre à une conversation lyonnaise ennuyeuse. Sophie donna une tape sur le bras de son fils en signe de désapprobation. Tiens-toi bien, Giovanni.
Martine a besoin de soutien, pas de tes bêtises. Elle se tourna vers moi avec un sourire entendu. Bien que j'ai préparé quelques questions spéciales sur l'histoire de l'art pour tester les connaissances de cette fille Beaufort. Nous devons nous assurer qu'elle mérite notre Daniel. J'ai ri, reconnaissante de leurs instincts protecteurs. Camille est merveilleuse, je vous le promets. Ce sont ses parents qui ont besoin de votre examen minutieux. Ceux qui vous regardez de haut jusqu'à ce qu'ils connaissent le solde de votre compte en banque, ricana Sophie. Je me souviens de leur type des débuts de notre restaurant, vérifiant les prix avant de regarder le menu, jugeant tout le monde sur leurs vêtements et leur accent. Les gens peuvent changer, dis-je diplomatiquement. Les gens peuvent faire semblant, corrigea Sophie. Nous verrons bien ce qu'il en est ce soir. Alors que Giovanni déballait sa contribution vinicole, l'ascenseur sonna de nouveau. Cette fois, c'était Jacques Chêne, mon vieil camarade de Polytechnique et actuel magnate du capital risque, accompagné de sa femme May, une pianiste de concert renommée. Le fameux dîner qui inclut enfin la vérité, annonça Jacques en me serrant dans ses bras. Ça n'a pris que 30 ans. Mieux vaut tard que jamais, ajouta, mais en me présentant un petit cadeau emballé. Un petit quelque chose pour marquer l'occasion. En 20 minutes, le reste de mon cercle intime était arrivé. Rose, ma première employée et maintenant directrice des opérations. David, un économiste lauréat du prix Nobel qui m'avait conseillé lors de plusieurs crises de marché. Hélène, l'ancienne ministre des Affaires étrangères qui avait fait une apparition chez Giovanni cette nuit fatidique. Et Charles, mon chauffeur de longue date qui était devenu un membre de la famille au fil des décennies. C'étaient les gens qui me connaissaient vraiment, non seulement mon succès, mais aussi les luttes et les sacrifices derrière. Ils m'avaient soutenu après la mort de Michel, célébré les triomphes de RSF et compris pourquoi j'avais élevé Daniel de cette façon. Certains avaient même joué des rôles assignés dans sa vie en tant que collègues de maman ou amis de la famille, ne révélant jamais leur véritable importance ou leur vraie relation avec moi. Alors que nous préparions ensemble la salle à manger, une tradition des jours plus maigres où le personnel de maison aurait été impensable, l'ascenseur sonna une fois de plus. Ça doit être Daniel, dis-je en lissant ma simple robe en lin, décontractée à dessein, car ce dîner avait toujours été une question de fond plutôt que de forme. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, ce furent les Beaufort qui émergèrent en premier, Victor et Marguerite semblant mal à l'aise et trop habillés en tenue de soirée formelle. Marguerite tenait un arrangement d'orchidées ostentatoire, tandis que Victor portait ce qui semblait être une bouteille de champagne coûteuse. Martine, Marguerite me fit une bise près de la joue. Votre maison est absolument magnifique. Si sobre. J'adore ce que vous avez fait avec l'approche minimaliste. Victor tendit le champagne. Dom Pérignon millésime 2008. Année exceptionnelle. Avant que je puisse répondre, Giovanni se matérialisa à mes côtés. Ah, du champagne. Très attentionné. Nous l'ajouterons à la collection pour une occasion future. Ce soir, nous buvons du Barolo avec le Brasato, du Brunello avec le rôti. Oui, le menu exige des vins italiens. Le sourire de Marguerite vacilla légèrement face à ce rejet de leur offrande coûteuse, tandis que Victor semblait ne pas savoir s'il devait être offensé ou impressionné par le ton autoritaire de Giovanni. Victor, Marguerite, vous vous souvenez de Giovanni Rossi, dis-je en douceur. Et voici sa mère, Sophie, le génie culinaire original derrière chez Giovanni. Sophie les évalua avec une franchise non dissimulée. Vous êtes très formelle pour un dîner de famille, observa-t-elle. Ici, nous nous habillons pour le confort, pas pour les photographes. Marguerite baissa les yeux sur sa robe de créateur, puis sur ma simple tenue en lin et le pantalon et la tunique pratique de Sophie. Nous n'étions pas sur du protocole. Le protocole, c'est l'authenticité, intervint Jacques Chêne en rejoignant notre groupe. Les dîners du dimanche de Martine sont une question de connexion, pas de gestion d'image. J'ai fait rapidement les présentations restantes, observant les expressions des Beaufort changer, alors qu'ils réalisaient qu'ils se trouvaient soudain dans une pièce avec des personnes dont l'influence combinée éclipsait tout le registre social de Lyon. Le bagage diplomatique d'Hélène, cependant, vint à la rescousse alors qu'elle les guidait habilement vers des sujets de conversation plus faciles. L'ascenseur sonna de nouveau, et cette fois, c'était Daniel et Camille. Ils portaient un jean et une simple chemise, sa tenue habituelle du dimanche pour nos dîners à Montreuil. Elle avait clairement suivi son exemple, vêtue d'une robe d'été décontractée qui semblait confortable plutôt que calculée. « Maman !» Daniel m'étreignit chaleureusement. « Désolé d'être en retard. Nous nous sommes arrêtés chez Tati Carmen pour le dessert. » Il brandit une boîte de pâtisserie blanche familière. « Gâteau très léché. Elle t'envoie ses amitiés. » Ce simple geste, honorant notre tradition de Montreuil même si nous étions réunis dans le Pentouze, me mit les larmes aux yeux de manière inattendue.
Parfait, réussis-je à dire en lui serrant la main avec gratitude. Camille me serra dans ses bras à son tour. Tout sent incroyablement bon. Je peux aider à quelque chose? Sois juste toi-même, lui dis-je tranquillement. C'est tout ce que nous demandons assez. Dîner. Alors que Daniel faisait le tour de la pièce, saluant mes amis avec la familiarité aisée de quelqu'un qui les connaissait depuis toujours. Parce que bien sûr, c'était le cas, j'ai observé Marguerite regarder sa fille interagir facilement avec ce groupe distingué. Camille semble très à l'aise ici, ai-je commenté en la rejoignant. Elle a toujours été adaptable, répondit Marguerite, son ton suggérant que cette qualité l'avait souvent frustrée. Bien que j'admette que je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'intègre si naturellement dans ce monde. Parce que vous supposiez que Daniel venait de moi. Marguerite eut la décence de paraître embarrassée. J'ai fait des suppositions que je regrette maintenant. Nous portons tous des jugements basés sur des informations incomplètes, ai-je concédé. Le test de caractère est la façon dont nous nous ajustons lorsque de nouvelles informations apparaissent. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sophie annonça que le dîner était prêt. Nous nous sommes dirigés vers la table à manger, une longue pièce rustique que Michel et moi avions trouvée dans un marché aux puces des décennies auparavant, maintenant entourée d'une collection éclectique de chaises qui racontait l'histoire de notre cercle en évolution. Alors que tout le monde trouvait sa place, je suis resté debout en bout de table, soudain submergé par l'importance du moment. Pendant 30 ans, j'avais maintenu des vies séparées. La femme d'affaires à succès et la mère célibataire de la classe moyenne. Maintenant, ces mondes entraient en collision, avec mon fils à l'intersection. Avant de commencer, dis-je en levant mon verre, je veux porter un toast au nouveau départ et aux vieilles vérités. À mon fils, Daniel, qui a montré une grâce remarquable alors que sa compréhension de notre famille s'est élargie, et à vous tous qui avez respecté et soutenu nos choix au fil des ans. Daniel leva son verre en retour. Et à ma mère, qui m'a appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent et tout à voir avec les valeurs. En trinquant, j'ai surpris Camille observant les réactions de ses parents. Victor semblait sincèrement ému tandis que Marguerite paraissait réévaluer quelque chose de fondamental dans sa vision du monde. La conversation coula facilement alors que nous passions les plats de service, une autre tradition qui surprit clairement les Beaufort, habitués à un service formel lors de rassemblements de ce calibre. Les sujets allaient de l'économie mondiale à la politique locale, des expositions d'art aux percées scientifiques, chacun contribuant indépendamment de son parcours professionnel. J'ai remarqué Daniel expliquant quelque chose à Victor avec des gestes animés, tandis que Camille et Hélène étaient en pleine conversation sur la préservation culturelle. Même Marguerite semblait être sincèrement engagée dans les histoires de Sophie sur les premières expériences d'immigrants à Paris. Au milieu du repas, Giovanni se leva de manière théâtrale. Je propose un autre toast, à la vérité révélée et aux faux-semblants abandonnés. Puissions-nous tous avoir le courage d'être authentiques, même lorsque c'est incommode. Son regard pointé vers les Beaufort n'était pas subtil, mais ils levèrent néanmoins leur verre. À l'authenticité, fit écho Victor, croisant mon regard directement pour peut-être la première fois, et aux leçons d'humilité, dont certains d'entre nous avaient plus besoin que d'autres. Ce n'était pas une reconnaissance complète de leur condescendance initiale, mais c'était un début, une reconnaissance que quelque chose dans leur perspective avait changé. Alors que la soirée se prolongeait avec le dessert et le café, je retrouvai Daniel à mes côtés sur la terrasse, tous deux échappant momentanément au groupe animé à l'intérieur. Alors, dit-il en regardant les lumières de la ville en contrebas, c'est ça que les dîners du dimanche ont toujours été en réalité. Pas seulement toi et moi mangeant du mofongo à Montreuil, mais cette famille élargie que tu as créée. Différents cadres, même valeurs, ai-je répondu. Les personnes réunies ici ce soir ont été mon système de soutien depuis avant ta naissance. Elles ont compris pourquoi je t'ai élevé comme je l'ai fait. Loin de tout ça. Je le comprends maintenant aussi, dit-il tranquillement. Et je suis reconnaissant, maman. Pas seulement pour la sécurité matérielle que tu as fournie à mon insu, mais pour la liberté de devenir moi-même sans le fardeau des attentes que la richesse apporte souvent. Il jeta un coup d'œil à travers les fenêtres vers Camille, qui riait avec Jacques et May. Je pense que c'est pour ça que Camille et moi nous sommes si profondément connectés. Elle s'est battue contre ces menottes dorées toute sa vie. Elle est remarquable, ai-je convenu. Et ses parents apprennent, termina Daniel pour moi, lentement, mais ils apprennent néanmoins. En rejoignant le groupe pour le café, j'ai observé l'interaction facile de ces mondes autrefois séparés. Mon cercle professionnel, mon fils, sa petite amie, et même les Beaufort autrefois critiques, trouvant tous un terrain d'entente dans une conversation authentique. La compartimentation de 30 ans s'était dissoute, remplacée par quelque chose de plus intégré, de plus honnête, et finalement de plus libérateur pour nous tous. Michel aurait approuvé.